Et nous voilà enfin réunis pour cette 7e semaine du cours d'économie de l'assurance, toujours dans l'amphi Descartes à la Sorbonne. En fait, alors c'est pas tout à fait la semaine dernière, puisque la semaine dernière nous étions en vacances, des vacances bien méritées naturellement, mais lors du dernier cours, on avait eu quand même une séance relativement riche, parce qu'on avait parlé de segmentation et d'asymétrie d'information. Donc on avait parlé de segmentation quand les assureurs étaient capables de reconnaître les risques spécifiques aux clients. On avait vu que les assureurs pouvaient segmenter, c'est-à-dire proposer des tarifs différents selon les catégories de risques. Et ce qu'on avait vu, c'est que s'ils étaient en information imparfaite, c'est-à-dire que tous les assureurs ne réussissaient pas à reconnaître tous les caractères distinctifs des assurés, on risquait de se retrouver avec un cas limite qui était celui en fait où on avait des assureurs qui perdaient de l'argent parce qu'ils ne savaient pas segmenter correctement, ils ne reconnaissaient pas les bons risques, et donc ils proposaient des tarifs mélangeants, alors qu'il y avait des assureurs qui savaient segmenter et qui écrémaient les bons risques. Et en fait, ceux qui ne savaient pas segmenter correctement, qui perdaient de l'argent, puisqu'ils proposaient un tarif moyen à des catégories d'assurés, dont les assureurs qui savaient les reconnaître retiraient les bons risques. Et donc les assureurs qui ne savaient pas reconnaître les bons risques faisaient en fait payer des tarifs trop bas aux assurés, donc perdaient de l'argent. Et quant aux assureurs qui savaient reconnaître les bons risques, ils étaient en fait sur des marchés de niche, parce qu'ils assuraient des bons risques qui étaient en petit nombre. Et même si en moyenne ils gagnaient de l'argent, ce qu'on avait vu c'était qu'il y avait une forte variabilité de leurs résultats. On avait vu en particulier que la variance ou la valuatrice du résultat était très élevée. Je ne me suis pas étendu sur la valuatrice parce qu'on va en parler au moment où on va parler de réglementation. Donc ce sera alors le moment d'ailleurs de reprendre peut-être cette affaire de segmentation pour prendre la mesure du problème que posait la valuatrice du ratio sinistre sur prime. Bon, et puis alors ensuite, on a regardé plus précisément quand on n'a plus qu'un seul assureur, enfin, c'est pas quand on n'a plus qu'un seul assureur, mais on a regardé plus précisément quand on avait un problème d'asymétrie d'information généralisée, c'est-à-dire en fait quand aucun des assureurs ne savait segmenter. Et on a vu que ça pouvait engendrer un autre échec de marché. Cet autre échec de marché, c'était en fait que, bon, si l'assureur ne sait pas distinguer les bons des mauvais risques, mais il sait que dans une population il y a des bons risques et il y a des mauvais risques, dont il connaît les probabilités de sinistre, mais il ne sait pas reconnaître les bons risques des mauvais risques. On a vu que s'il y a suffisamment de mauvais risques, alors il va savoir proposer en général un contrat séparateur, et enfin, deux contrats séparateurs, et donc ça va donner un équilibre séparateur, où en fait il va y avoir un contrat de couverture complète pour les mauvais risques, donc les mauvais risques vont pouvoir s'assurer complètement, à un prix élevé, et un contrat avec une franchise en général élevée pour les bons risques. Et pourquoi est-ce que cet équilibre est séparateur? Parce que, évidemment, les bons risques ne vont pas vouloir payer le prix fort pour avoir une couverture élevée, parce que pour eux, la couverture élevée, elle a un prix trop élevé, qui correspond à la probabilité de sinistre des mauvais risques. Donc ça, à moins d'avoir une aversion pour le risque délirante, les bons risques ne paieront pas. Et inversement, les mauvais risques ne prendront pas la couverture incomplète du contrat qui intéresse les bons risques, parce que ça ne couvre pas assez pour eux. Donc c'est ça l'idée. S'il n'y a pas trop de bons risques, enfin, évidemment il faut qu'il y ait beaucoup de bons risques, parce que sinon on ne peut pas assurer du tout, vous savez. Mais s'il y a suffisamment de mauvais risques, alors on peut proposer un contrat séparateur. Le problème, c'est que si on a trop de bons risques, alors ça va déclencher l'écrémage qui va faire qu'en fait, on peut effectivement écrémer les bons risques, mais on ne peut plus assurer les mauvais risques, parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour que ce soit rentable de les assurer. Et si les probabilités ne sont pas connues, si l'assureur ne connaît pas exactement les probabilités de sinistres des deux catégories d'agents, alors en fait, il va mal tarifer, et par mal tarifé, il ne va pas pouvoir reconnaître les différentes populations, et comme il tarife mal, il ne va pas pouvoir effectivement payer les indemnités qu'il s'est engagé à payer contractuellement. Et donc on va avoir un échec de marché dans le sens où en fait l'assureur, même s'il peut facturer des primes, il ne va pas pouvoir payer les indemnités, enfin souvent il ne va pas pouvoir payer les indemnités. Donc en gros, si dans le cas où l'assureur ne connaît pas les risques et ou dans le cas où il n'y a pas assez de mauvais risques, ben on a des échecs de marché, d'accord. Et même dans le cas où à la fois l'assureur connaît les probabilités et où il y a suffisamment de mauvais risques, le suffisamment de mauvais risques est genre en fait pas vraiment défini,
même si on ne peut pas parler d'échec de marché à proprement parler, ce qu'on a vu, c'est que le problème, c'est que les bons risques ne s'assuraient pas beaucoup. Bon, alors, la réponse possible à ce type d'échec de marché, c'est de rendre l'assurance obligatoire, ou bien de proposer un tarif plancher, c'est-à-dire de réguler le tarif de telle sorte que tout le monde puisse s'assurer. Bon, ce qu'on voit, c'est que de manière générale, quand on a des échecs de marché, il faut souvent qu'une réglementation, une régulation intervienne, justement pour pallier les échecs de marché. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'échec de marché principal, c'est moins le cas où l'assureur, c'est moins le cas où les clients ne s'assurent pas complètement, c'est le cas évidemment où l'assureur assure tout le monde, mais n'est pas en mesure de payer les indemnités. Et donc le problème numéro un qu'on a, c'est pas celui d'une concurrence qui exclut, de conditions de marché qui exclurait une partie des assurés, enfin en tout cas dans un pays comme la France, c'est en théorie ça pourrait être en théorie le cas où les assureurs, bien qu'ils souscrivent des contrats, ils ne soient pas en mesure d'indemniser, ce qui n'est heureusement pas le cas, justement parce qu'on a une régulation efficace et ou parce que les assureurs s'autorégulent efficacement. Mais ça doit quand même être la première hantise du régulateur, non pas que les assureurs ne vendent pas de contrats, mais qu'ils vendent des contrats et qu'ils ne payent pas. Bon, et alors à cet égard, on avait commencé à évoquer le cas de l'arbitrage entre l'assurance et la banque, à travers l'exemple d'un article d'Alan Gale du début des années 2000. Alan Gale, au début des années 2000, disait, compte tenu du fait que les banques sont régulées de manière stricte, aux États-Unis, elles sont régulées, comme vous le savez, par la Réserve fédérale, alors que les assurances, on était avant la crise de 2008, sont régulées de manière plus lâche, en particulier parce qu'elles choisissent leur régulateur, ce qui donne lieu à regulatory shopping, donc le fait de choisir, de faire du shopping pour le régulateur, on va évidemment pas choisir le plus strict, on va choisir le moins 10 ans, et ça a donné ce qu'on a vu, c'est-à-dire en particulier la faillite des IG, qui n'était pas correctement supervisé, puisque son superviseur, qui était l'Office of Credit Supervision, qui était le superviseur des caisses d'épargne, qui a d'ailleurs été dissous après la crise de 2008, n'a pas été en mesure de repérer les risques qui étaient liés aux activités de marché d'une filiale des IG qui s'appelait IG Financial Products et qui vendait des CDS. Bon, donc, du coup, on peut se dire qu'il faut quand même être très attentif à la réglementation prudentielle des assurances, à la fois parce que, comme on l'a dit, l'échec de marché qui serait le plus ennuyeux, ce serait le cas d'une compagnie d'assurance qui vendrait des contrats d'assurance et qui ensuite ne serait pas en mesure d'indemniser les assurés. Et ensuite, parce que quand on pense assurance, on a l'impression que c'est simple, mais les compagnies d'assurance peuvent avoir des filiales, et si dans ces filiales elles vendent des produits financiers dérivés, par exemple complexes, que le superviseur des assurances n'a pas en général les moyens de reconnaître, il peut y avoir des choses ennuyeuses. D'où le fait qu'il faut s'intéresser au cadre réglementaire de l'assurance. Et avant d'aller plus loin, je ne sais pas si je vous avais parlé de ça, mais il faut quand même qu'on fasse un parallèle avec la banque pour comprendre en quoi il y a une différence fondamentale entre la banque et l'assurance. C'est qu'en fait, dans une banque, vous avez des passifs qui sont relativement bien définis. Pourquoi ? Parce que vos passifs, c'est essentiellement de la dette, soit du crédit interbancaire, soit du crédit obligataire que vous avez souscrit, soit surtout des comptes courants. Ou éventuellement, en gros, vous avez des papiers qui représentent de la dette qui vont d'un très court terme, comme les pensions, donc le crédit au jour le jour que vous pouvez souscrire auprès des autorités monétaires, jusqu'à des crédits obligataires, mais avec toutes les gammes d'instruments. Et puis, vous avez des comptes, donc des dépôts de la clientèle, et on sait que les dépôts de la clientèle peuvent être retirés par la clientèle, donc ce qui peut évidemment poser des problèmes importants si toute la clientèle doit retirer tous ses dépôts en même temps, dans le cadre d'un bank run, comme on dit, d'accord, d'une course au guichet. Mais justement, pour éviter les courses au guichet, il y a une réglementation qui sert à ça, qui est la réglementation naturellement de la garantie des dépôts, donc qui ne sera pas notre objet, puisque on ne fait pas de la réglementation bancaire, mais vous savez que la réglementation de la garantie des dépôts, ça a pour but de garantir le fait que les sommes que les déposants, les clients des banques ont auprès des banques, de telle sorte que s'il y a un problème, ou s'il y a un doute sur la solvabilité de la banque, au moins les propriétaires, enfin, les déposants sont sûrs de retrouver, à concurrence de 100 000 €, les sommes qu'ils ont déposées auprès de la banque, de sorte qu'ils ne se précipitent pas au guichet, parce que le fait de se précipiter au guichet, ça entraîne des faillites autoréalisatrices. Il y a un bruit qui dit que la banque machin va devenir insolvable, tout le monde va au guichet récupérer son pognon, et évidemment, si tout le monde arrive en même temps au guichet, la banque elle devient illiquide.
Et l'illiquidité se transforme en insolvabilité. Bon, donc, bien sûr que les passifs d'une banque, parce qu'il peut y avoir une course au guichet, les dépôts peuvent être volatiles, mais grâce à la garantie des dépôts, en principe, le côté passif de la banque, il ne bouge pas trop. En revanche, ce qui peut poser problème dans la banque, c'est les actifs, puisque la banque elle est quand même censée avoir des activités d'investissement, de placement, des activités de marché. Bref, elle est censée faire le commerce d'actifs financiers qui peuvent se déprécier. Vous prenez l'exemple de Deutsche Bank, le problème numéro 1 de Deutsche Bank, c'est quand même qu'ils ont acheté plein de trucs qui ne valaient pas grand-chose. Vous prenez encore mieux l'exemple de Monte dei Paschi di Siena, la fameuse plus vieille banque du monde, d'accord, qui est une banque italienne. Vous savez que Monte dei Paschi di Siena a racheté la banque Anton Vellet à Santander. Il y avait 9 milliards de non-valeur à l'actif de Anton Velletta. Quand vous avez 9 milliards de non-valeur à l'actif, pardon, ça veut dire en fait, vous effacez 9 milliards de l'actif. Alors justement, c'est bien ça le problème. C'est que dans une banque, vous pouvez avoir des actifs qui ont l'air d'avoir de la valeur parce qu'ils ont été achetés à un moment donné et puis en fait, ils ne valent plus rien sur le marché. Bon, ça c'est un problème typiquement de banquier, d'accord. Et même dans le domaine du crédit, vous accordez un crédit à n'importe qui et puis ce n'importe qui ne vous rembourse pas, ça donne ce qu'on appelle en français un prêt non productif ou un non-performing loan. Et c'est typiquement un actif qui ne vaut plus rien. Bon, donc ça, c'est les problèmes de banquier. En assurance, on ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'en assurance, quand un client vous paye une prime, ce que vous faites, c'est que vous mettez une provision mathématique au passif, et puis avec cette prime, vous gardez un peu de liquidité et vous achetez des actifs. Et quand on dit vous achetez des actifs, vous n'allez pas acheter des billets de loto ou des actifs dérivés bizarroïdes. En principe, l'assureur il va acheter des actifs plutôt des actifs de bon père de famille, comme on dit, c'est-à-dire des actifs qui ont probablement pas un rendement très élevé, mais ont une sécurité très élevée. Et donc l'assureur se trouve dans la situation exactement en miroir du banquier. Au lieu d'avoir un passif relativement certain et un actif relativement risqué comme le banquier, il va avoir un actif relativement certain et un passif qui est d'autant plus incertain que même s'il a tarifé correctement, par essence, son passif, c'est des provisions mathématiques qui sont censées mesurer les promesses qu'il a faites dans le cadre du contrat d'assurance d'indemniser des sinistres futurs. Donc de toute façon, le passif de l'assureur, c'est l'espérance des sinistres qu'il aura à payer. Donc c'est par essence hypothétique. Bon. Alors, si le risque est correctement tarifé, qu'est-ce qu'on entend par correctement tarifé? On a fait payer l'espérance mathématique des sinistres, plus un chargement pour motif d'administration, de publicité, de paiement du personnel, etc., y compris de sécurité si on veut. Normalement, il n'y a pas besoin de fonds propres, puisqu'on a fait payer l'espérance du sinistre, donc on doit plus quelque chose, donc on va pouvoir indemniser. Donc non seulement, si on a correctement tarifé, il ne doit pas y avoir besoin de fonds propres, mais en plus, quand on y pense, du point de vue de l'assureur, enfin même du point de vue du public qui s'intéresse à l'assureur, il vaut mieux qu'un assureur ait 1 euro dans ses provisions mathématiques, dans ses provisions techniques, 1 euro dans la partie du bilan qui représente ce que l'assureur s'est engagé à payer auprès de ses clients, que 1 euro dans les fonds propres. Pourquoi? Parce que, en fait, 1 euro dans les fonds propres, ça a dû être 1 euro et quelques de bénéfices sur lequel on a payé l'impôt sur les sociétés, qui est resté dans les fonds propres. Donc tant qu'à avoir 1 euro, si vous le mettez en provision mathématique, ça vous fait 1 euro de garantie, ça vous fait 1 euro qui servira à payer des indemnités futures. Si vous voulez le mettre en fonds propres, vous acquittez 33% d'intérêt dessus, et il vous reste 67 centimes. Oui? Non, vous avez juste levé la main et votre stylo. Donc en fait, et ça, cette nuance entre provision mathématique et fonds propres, elle n'a évidemment pas d'équivalent bancaire. Parce qu'un banquier, il peut avoir des provisions au passif, en particulier des provisions pour dépréciation d'actifs. Mais ces provisions, ça ne fait pas entre 85 et 90% du passif, comme chez un assureur. Donc, les provisions, c'est l'essentiel du passif du bilan d'un assureur. Et non seulement c'est l'essentiel parce que c'est la plus grande partie, mais c'est l'essentiel parce que c'est ça qui sert à indemniser. Et donc, de fait, si vous avez un euro, il vaut mieux mettre votre euro. Enfin, si vous avez 1 euro et si vous pensez capacité à indemniser dans le futur, il vaut mieux que cet euro soit mis en provision mathématique. Et dans ce cas-là, cet euro servira à indemniser que en fonds propres, puisque si vous voulez mettre en fonds propres, il faut acquitter l'impôt sur les sociétés. D'accord? Et donc ça vous fera une capacité de règlement moins élevée. Voilà.
Bon, alors quoi? Alors évidemment, la tentation pour les banquiers, ce serait d'utiliser, donc comme on l'a dit, l'assureur, dans le cadre d'un conglomérat financier par exemple, pour porter des risques qui sont coûteux en fonds propres pour le banquier. On imagine un conglomérat financier dans lequel il y a une entité bancaire et une entité assurance. Pourquoi pas, plutôt que de payer des fonds propres au titre des réglementations baloises dans la banque, faire passer les actifs bizarroïdes chez les assureurs. Alors ça, justement, c'est ce qui était théoriquement possible dans le cadre de prudentiel ancien solvabilité 1, on va voir pourquoi. C'est ce qui aujourd'hui est... Alors, c'est techniquement possible aussi, mais en fait, vous allez voir que ça ne vaut pas le coup. Bon, et donc, de fait, dans les aménagements réglementaires qui ont eu lieu au cours des années qui ont suivi la crise, on a verrouillé cette possibilité d'arbitrage réglementaire entre la banque et l'assurance, et donc on a verrouillé la possibilité de... on a verrouillé la possibilité, c'est-à-dire de fait, il est toujours techniquement possible de faire transiter des actifs à l'intérieur d'un conglomérat entre les entités du conglomérat, mais ça ne présente pas d'intérêt en termes d'optimisation des fonds propres. Pour optimiser les fonds propres, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Bon, donc démonstration. Alors on avait un premier cadre réglementaire, qui était ce qu'on appelait solvabilité 1. Et en fait, ce qu'on appelle solvabilité 1, alors ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'en fait, j'arrive pas à... J'ai un problème d'affichage qui fait que je vois pas ce que je vous montre. Je vais peut-être y prendre autrement. Si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux? Ah non, c'est encore plus pire. C'est-à-dire que là, c'est moi qui vois, mais pas vous. Et je peux pas récupérer l'affichage. Tout va bien. Bon, alors, donc ce premier cadre réglementaire, solvabilité 1, on va y arriver. Alors, ce premier cadre réglementaire solvabilité 1, ça s'appelait pas solvabilité 1, ça s'appelait la directive sur la solvabilité des compagnies d'assurance, mais c'est devenu solvabilité 1 quand on a décidé de faire solvabilité 2. Alors, excusez-moi, mais là, ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout, c'est que j'arrive. Ah oui, alors. En fait, il faut que je presse un bouton que je ne vois plus parce qu'il est sur l'écran là. Pour pouvoir vous montrer le coup. Bon, alors, pardon, donc, ça s'appelait la directive sur la solvabilité des compagnies d'assurance, et cette directive sur la solvabilité des compagnies d'assurance, en fait, elle a été votée en 1973 et elle est restée en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2015. Voilà. Bon, rester en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2015, alors là c'est absolument parfait, là, je pense que vous voyez tout d'un coup. Et qu'est-ce qu'elle prescrivait? Elle prescrivait un niveau de fonds propres pour les compagnies d'assurance, mais ce niveau de fonds propres, comme on va le voir, il n'était pas sensible au risque. Excusez-moi, c'est grotesque, mais j'arrive pas à vous restituer l'affichage des transparents. Bon, donc ce niveau de fonds propres, il n'était pas sensible au risque, c'est-à-dire qu'il dépendait en fait de facteurs qui n'étaient pas, qui ne dépendaient pas par exemple de la quantité de risque dans le bilan à proprement parler, il dépendait de flux plutôt que du stock que représentait le bilan. Est-ce que c'est possible? Par exemple, c'est la surprise, hein. Je ne sais pas ce qu'on va afficher. Ah oui, c'est... Et là, vous voyez... Ah non. Bon. Je ne sais pas comment faire parce que... comment dire? J'arrive pas à afficher les bonnes diapos. Bon, alors attendez. Si... Excusez-moi, hein, c'est idiot, mais... si j'affiche comme ça... Et si maintenant j'affiche comme ça... Non mais c'est dingue. Bon. Écoutez, je suis vraiment confus. C'est la première fois que ce truc absurde m'arrive. C'est-à-dire que je ne sais pas comment afficher correctement. Je ne sais pas comment afficher de sorte que vous voyez et je vois aussi. Bon, alors si je fais mode présentateur pour moi,
Non mais c'est dingue là. C'est dingue parce que... bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'attraper le réglage sur l'écran là-haut. Sur le mien, je ne peux pas voir. Voilà, bon, excusez-moi, c'était totalement grotesque. Hein. Enfin, c'était digne de Charlie Chaplin. Mais le problème, c'est que je ne vois absolument pas ce que j'ai sur mon transparent. Bon, bref, donc toujours est-il que cette directive dite solvabilité en 1973, elle a été transposée, comme toutes les directives européennes, en droit français, et en particulier l'article qui dispose qu'il y a des capitaux réglementaires qui sont nécessaires pour les compagnies d'assurance, c'est l'article L334 du Code des assurances. Je vous rappelle que dans le Code des assurances, il y a des articles L et des articles R. Hein. Les articles L, c'est des articles qui sont des textes de loi, et les articles R, c'est des articles qui sont de la réglementation, c'est-à-dire des arrêtés et des décrets. Bon, et donc, qu'est-ce que c'est cet article L334 du Code des assurances? Enfin, ancien, puisqu'il a été abrogé donc au 1er janvier 2016 par l'entrée en vigueur de la nouvelle directive qu'on appellera Solvabilité 2. Eh bien, cet article L334.1, il disposait que les entreprises mentionnées à l'article L310.1 et au premièrement du 3 de l'article L310.1.1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. D'accord ? Bon, et donc évidemment, comme c'est un décret qui définit la marge de solvabilité, c'est pas dans la partie législative, mais c'est la partie réglementaire du Code des assurances. Et cette partie réglementaire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la marge de solvabilité mentionnée à l'article L334.1 qu'on vient de lire est constituée après déduction des pertes de la part des frais d'acquisition non admises en représentation des engagements réglementés et autres éléments incorporels par les éléments suivants. Alors là, attention, si vous aimez Jacques Prévert, en fait, alors c'est quoi les éléments suivants? C'est le capital social versé au nom de la fondation, etc. Les réserves de toute dénomination, réglementaire ou libre, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation. Le report du bénéfice ou de la perte déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaires. En gros, tout ça, on définit les fonds propres. La directive définit ce qui est les fonds propres. Les fonds propres, comme vous le savez, c'est évidemment le capital qui est versé au moment de la création, d'accord, plus au moment de la création de la société d'assurance, plus évidemment les émissions de capital ultérieures quand il y a des émissions d'actions nouvelles. Les réserves de toute dénomination, c'est en gros les anciens bénéfices qui ont été mis en réserve. Pourquoi de toute dénomination? Parce qu'il y a des réserves réglementaires, c'est des capitaux réglementaires, et puis les réserves libres, c'est des capitaux en plus qu'on décide de laisser dans les fonds propres. Le report du bénéfice, puisque évidemment les bénéfices du dernier exercice, ce que vous ne distribuez pas en dividende, il va devenir une réserve, en fait c'est du bénéfice reporté, etc. Et alors si on continue comme ça, il y a un paquet d'items, donc on ne va pas tout lire, mais je vous rappelle quand même que les fonds propres sont au passif du bilan, c'est quand même relativement important, c'est-à-dire que ceux qui continueront à m'expliquer que les fonds propres sont à l'actif seront à l'amende et donc n'auront pas les points correspondant aux questions. Traditionnellement, en fait, les Français mettent les fonds propres en haut du bilan, c'est pour ça que les opérations en fonds propres, on les appelle les opérations de haut de bilan, et traditionnellement, les comptables américains les mettent en bas. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est tradition comptable, peu importe. Pourquoi est-ce que les fonds propres sont au passif? Parce que les fonds propres, c'est une dette, de fait, ça représente la valeur des créances des actionnaires sur la société. Et pourquoi c'est une dette? Parce que c'est une dette parce que c'est la valeur de la créance des actionnaires sur la société d'assurance, dans le cas présent, mais en plus, ils ont un intérêt absolument fondamental parce qu'ils garantissent la solvabilité, dans la mesure où finalement, c'est la seule dette que vous puissiez annuler partiellement ou totalement. Pourquoi c'est la seule dette que vous puissiez annuler totalement et partiellement? Si on va commencer par prendre l'exemple d'une banque, pour montrer à quel point ça poserait un problème, si on n'avait pas des fonds propres. C'est-à-dire qu'on prend une banque correctement capitalisée, comme par hasard, son passif est égal à son actif et va tous les 200, c'est quand même plus simple pour les donner. Pourquoi est-ce qu'elle est correctement capitalisée? Parce qu'elle a 10 de capital, en bas de bilan puisqu'on compte à l'américaine, et le reste de son passif, ce sont des dépôts. Donc, c'est la banque du Schmoll qui a 100 € de valeur de bilan. Dans ces 100 € de valeur de bilan, elle a 10 € de capital et 90 € de dépôt. Et qu'est-ce qu'elle a comme actif en face? Elle a des réserves, elle a des espèces, si on veut,
et puis elle a prêté 90 € à ses clients. Donc en fait, il y a des clients qui ont apporté 90 € de dépôt, avec ces 90 € de dépôt, elle a prêté 90 € à Marcel pour qu'il aille s'acheter les carambars, et puis elle a gardé 10 € en liquide au cas où Lulu voudrait retirer du liquide pour s'acheter des blabars. Voilà. Et à quoi servent les capitaux propres, les fonds propres dans ce cas-là? Ce qu'on voit, c'est que ça sert en particulier parce que si Marcel, alors qu'il a remboursé presque tout ce qu'il avait emprunté pour acheter les carambars, disparaît avec la dernière mensualité de 5 € qu'il ne remboursera jamais parce qu'il est parti sans laisser d'adresse, il se passe que la banque, alors de fait, elle a une créance sur Marcel, mais elle ne récupérera jamais les 5 € que Marcel lui doit encore. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, techniquement, il y a une partie de ces créances qui doivent être annulées. Alors, elle peut ne pas les annuler, elle peut garder une non-valeur au bilan. Mais garder une non-valeur au bilan, quand on sait que c'est une non-valeur, ça s'appelle avoir une comptabilité insincère et c'est du pénal. Donc, en gros, à partir du moment où elle a un actif qui se dévalorise, elle doit passer la valorisation de cet actif au bilan, c'est-à-dire elle doit l'annuler à l'actif. Et comme il faut bien qu'elle garde son bilan équilibré, il faut qu'elle annule quelque chose au passif. Qu'est-ce qu'elle peut annuler au passif? Soit elle annule les dépôts des autres clients, et ça a quand même un peu posé un problème. C'est-à-dire que si dans la banque, dès qu'on a une perte à l'actif, on la fait supporter par la clientèle en disant ben non, aujourd'hui vous pouvez partir votre argent, monsieur, parce qu'en fait, comme on a fait une perte à l'actif, on ne donne plus d'argent aux clients. On va diminuer le montant sur les comptes. Ça ne peut évidemment pas marcher comme ça. Donc ce qu'on peut diminuer, c'est uniquement le capital des actionnaires, parce que justement, les actionnaires, ils sont des créanciers résiduels. Et le fait d'avoir une créance résiduelle, ça veut dire que quand le résidu diminue, la créance diminue. Bon, et donc, bref, toutes les pertes d'actifs sont répercutées sur les fonds propres. Donc, tant qu'on a des fonds propres, on peut perdre de l'actif, et puis quand on n'a plus de fonds propres, si on perd de l'actif, on risque de se retrouver en cessation de paiement. Ce qui est le cas dans ce nouveau transparent, pardon, je ne vois pas très bien ce qui est affiché pour vous. Ce qui est le cas dans le transparent suivant, d'accord? C'est-à-dire que dans le transparent suivant, ce qu'on voit, c'est que si la banque n'est pas assez capitalisée, au cas où elle aurait la même perte, donc imaginons maintenant une banque qui n'aurait que 5 € de fonds propres, toujours sur le même montant de passif, et bien là, quand elle va faire des pertes, alors je me suis un peu... quand elle va faire des pertes à l'actif, je me suis un peu laissé emporter parce que j'ai quand même oublié qu'il y avait 95 au passif de dépôt. Mais même s'il y a 95 de dépôt au passif, quand elle va perdre 5 € d'actifs, ça va complètement annuler ses fonds propres. Et si elle n'a plus de fonds propres, d'un côté, ça veut dire que la créance des actionnaires ne vaut plus rien. Et de l'autre, ça veut dire que s'il y a une nouvelle perte à l'actif, il n'y a pas moyen de faire face à cette perte. C'est-à-dire que de fait, il faudra la répercuter sur les clients, sur les dépôts des clients. Et ça, c'est juste pas possible. Donc, de fait, il faut des fonds propres pour pouvoir perdre de l'argent. Alors, c'est bizarre de dire qu'il faut des fonds propres pour pouvoir perdre de l'argent, mais il faut des fonds propres parce que s'il y a n'importe quoi qui se passe mal, c'est les fonds propres qui permettront d'encaisser la perte. Donc, puisqu'on a dit que le bilan des assureurs c'était différent, maintenant, si on prend un bilan d'assureur, qu'est-ce qu'on voit dans le cas d'un bilan d'assureur? On voit qu'un bilan d'assureur, c'est... Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien ça qui est affiché. D'accord? C'est-à-dire qu'au passif, on a du capital et des provisions techniques, ou des provisions mathématiques. Les provisions mathématiques, je vous rappelle qu'en gros, c'est l'espérance de ce qu'on doit payer comme indemnisation aux assurés. Et puis, à l'actif, on a des actifs qui ne sont pas liquides. Pourquoi ils ne sont pas liquides? Parce que, justement, la caractéristique de l'assureur, c'est qu'il peut prendre des positions qui ne sont pas risquées en achetant, par exemple, des obligations à leur émission et en les gardant jusqu'à l'échéance. De ce point de vue-là, alors, pourquoi c'est des actifs qui ne sont pas risqués? Puisque, à partir du moment où vous les gardez jusqu'à la maturité, vous n'êtes pas sensible aux variations de la valeur de l'obligation sur le marché. Donc vous n'êtes pas sensible au risque de taux, puisque vous considérez que vous allez garder l'obligation jusqu'à l'échéance. Mais ça, vous ne pouvez évidemment pas le faire sur tout votre bilan, puisque vous avez besoin aussi d'actifs que vous pouvez liquider à court terme pour obtenir des liquidités pour pouvoir indemniser. Mais quand on prend par exemple le cas d'un assureur de vie qui va devoir payer des rentes viagères dans des décennies, il peut évidemment souscrire des obligations à 10, 15, 20, 30, 50, 100 ans, puisqu'il sait qu'une partie de son bilan, il n'aura pas besoin d'être liquidé avant ces échéances très longues. Et donc, de fait, la même obligation qui est risquée dans le cas d'un bilan bancaire, parce que dans le cas d'un bilan bancaire, il peut y avoir des problèmes de liquidité qui font qu'on va devoir liquider l'actif. Dans le cas d'un bilan d'assureur, ça peut ne pas être risqué du tout, puisqu'on sait qu'on conserve jusqu'à l'échéance avec un rendement certain. Bon, mais néanmoins, il faut quand même des fonds propres, parce que si on a une perte d'actifs, on risque d'avoir des problèmes aussi. Ou bien, si de fait on a plus de sinistres que ce qu'on avait calculé comme espérance mathématique,
pas forcément parce qu'on a mal calculé, mais parce qu'on a une grosse sinistralité, ben on va avoir plus d'indemnisation et donc on va faire une perte. Et là encore, c'est les fonds propres qui vont permettre de dépenser plus qu'il était prévu. Bon, alors, donc voilà pour le rôle des fonds propres. Le rôle des fonds propres, ça sert donc fondamentalement à permettre de passer des pertes. Ça a aussi un autre intérêt. Je ne sais pas si j'ai fait un transparent là-dessus. Mais, alors, ce n'est pas tellement dans Solvabilité 1 qu'on en parle, c'est plutôt depuis Bâle qu'on en parle. L'autre intérêt des fonds propres, c'est que ça oblige les actionnaires, enfin, c'est pas les fonds propres en soi, mais c'est un certain niveau de fonds propres. Ça oblige les actionnaires à avoir skin in the game, donc à avoir quelque chose à perdre. Donc à partir du moment où les actionnaires ont quelque chose, enfin, si on oblige les actionnaires à avoir non pas juste 1% de fonds propres, mais plus de fonds propres, ils auront alors possiblement une gestion plus prudente, puisqu'ils seront obligés d'avoir plus de fonds pour contrôler une banque, et ils auront plus à perdre. Enfin, donc plus de fonds pour contrôler une compagnie d'assurance, et donc ils auront plus à perdre, et donc ils seront peut-être plus prudents dans la gestion. Oui, il y a un double rôle des fonds propres. D'un côté, fournir une assurance, en quelque sorte, contre la dévalorisation d'actifs. Enfin, en tout cas, permettre à l'entreprise de rester liquide et même solvable face à une dévalorisation d'actifs ou à une augmentation des sinistres liés à une sinistralité supérieure à ce qu'on avait prévu dans les provisions mathématiques. Et puis, obliger les actionnaires à s'engager à un certain niveau, ce qui fait qu'ils ont à perdre s'il y a un problème. Donc, puisqu'ils ont à perdre s'il y a un problème, ils sont peut-être un peu plus risque-averses dans la gestion de l'entreprise. Donc ça, c'est pour le rôle économique des fonds propres. La définition des fonds propres, on a vu les 4 items qui apparaissaient là dans le Code des assurances. Ce que je vous ai indiqué, c'est vraiment la définition la plus restreinte, d'accord? Puisque si vous continuez de lire l'article 334, je ne sais pas combien, du Code des assurances, la définition des fonds propres, ça va comprendre un nombre d'items absolument délirants, parce qu'il y a la marge de solvabilité qui peut être également constituée des fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. Bon, ça encore, on voit à peu près ce que c'est, ou d'actions de préférence. Ça, c'est les titres subordonnés. Il y avait ça aussi dans les banques en Bâle 3. Titres subordonnés, c'est donc des titres de dette dont le remboursement est subordonné, comme son nom l'indique, au désintéressement des autres créanciers. Concrètement, c'est les titres de dette juniors. Junior, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prioritaires en cas de liquidation. Et pourquoi les fonds propres, ça peut être constitué par des emprunts obligataires, enfin des emprunts subordonnés, mais simplement parce que ça a le même statut. L'idée des fonds propres, c'est il y a au passif une dette, qui est la dette, qui est en gros les capitaux propres, qui est la dette vis-à-vis des actionnaires, et cette dette, elle n'a pas vocation à être remboursée en priorité, c'est-à-dire que s'il y a un problème et qu'on liquide l'entreprise, alors on va d'abord désintéresser tous les créanciers qui sont prioritaires, donc dans le cas en France, l'État, les organismes sociaux, les salariés, et puis ensuite les créanciers ordinaires. Et puis s'il reste de quoi, on va dédommager les actionnaires et puis les titulaires de titres de dette subordonnés. Mais en gros, puisqu'il y a des créanciers qui ne sont pas prioritaires, ben en fait, les créances des actionnaires non prioritaires les fonds qui sont dus en dernière analyse aux créanciers non prioritaires peuvent servir à indemniser en premier lieu les créanciers prioritaires, et donc c'est le même statut que les fonds propres. Bon, et puis j'arrête parce que des catégories de fonds propres, en fait, il y en a un paquet, d'accord, oula, pardon, je m'emballe. Et ces catégories de fonds propres, dont il y a un grand nombre, en fait, c'est un inventaire à la Prévert. D'accord, c'est-à-dire que les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit ou dans une entreprise d'investissement, les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées et dans lesquelles elle détient une participation, ben, il y a un moment où les items qui servent à compter les fonds propres, ça devient des choses juridiquement baroques et étrangement construites. On va se contenter de se dire qu'en général, les fonds propres, c'est le capital social à la création, les émissions de capitaux ultérieures, les bénéfices mis en réserve et, subsidiairement, les emprunts subordonnés, ou dans le cas des banques, comme vous savez, mais les emprunts qui sont conditionnés, qui sont convertibles en actions de manière conditionnelle quand on dépasse un certain seuil de fonds propres. Voilà. Et donc, ça, c'est juste la définition des fonds propres. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule le niveau de fonds propres qui est nécessaire? Alors, on calcule le niveau de fonds propres qui est nécessaire, en fait, avec une formule qui est donnée par la réglementation,
Et en fait, la réglementation ancienne de solvabilité 1, il y a deux méthodes, d'accord? Il y a ce qu'on va appeler la méthode des primes et puis il y a la méthode des sinistres. La méthode des primes, ça consiste à dire que les capitaux, enfin le niveau de la marge de solvabilité doit être une fonction des primes annuelles qui sont émises, donc en gros des contrats d'assurance qui sont facturés, d'accord? Évidemment, les sommes hors taxes qui sont facturées. Et alors donc, du coup, ça veut dire qu'on va rapporter les capitaux propres à un volume d'activité, pas à un stock, d'accord? Pas un stock qui serait le bilan, mais à un flux qui est le nouveau contrat émis. La proportion, c'est quoi? C'est que, en fait, si le montant des primes émises est inférieur à 61,3 millions d'euros, la marge de solvabilité, c'est 18% des primes, fois le max des charges pour sinistre net sur charge pour sinistre brut est de 0,5, d'accord? Et si le montant des primes émises est supérieur à 61,3 millions d'euros, c'est plus 18% du montant des primes fois le max de 0,5 et de charge sur sinistre net pour charge sur sinistre brut, c'est 0,16 fois le même montant, plus 1,226 millions, d'accord? Donc de fait, ceci paraît quand même... Enfin, c'est à la fois que ça paraît quand même étrangement arbitraire, et puis ce qu'on se dit, c'est que là, pour le coup, cette façon de calculer les capitaux propres est absolument insensible à ce qu'il pourrait y avoir dans le bilan de l'assureur. C'est-à-dire que l'assureur, s'il charge son actif avec des junk bonds, donc avec des obligations à haut rendement mais à haut risque, ça ne lui coûte rien en capitaux propres par rapport à s'il ne le fait pas, puisque dans le cas de la méthode des primes, les capitaux propres sont uniquement déterminés par la quantité de primes que vous vendez. Donc évidemment, si vous définissez vos capitaux propres de cette manière, dans le cadre d'un conglomérat financier, il va y avoir une tentation pour le banquier de se dire tous mes actifs risqués, je vais les mettre dans le bilan de la compagnie d'assurance, puisque ça va coûter zéro en capitaux propres, puisque de toute façon les capitaux propres des compagnies d'assurance vont être uniquement liés au montant des primes émises. Alors il y a une deuxième méthode, qui va être la méthode par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Est-ce que c'est ça que vous voyez? Non, pardon. Et cette deuxième méthode, c'est quoi? C'est de dire que en fait, le montant des capitaux propres va être une fonction de la charge moyenne des 3 dernières années de sinistre. Et alors cette fonction, c'est quoi? Un peu comme avec la méthode des primes, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que si vous indemnisez moins de 128 millions d'euros de sinistre, en fait, ça va être 26% de la moyenne des 3 dernières années d'indemnisation fois le max de charge de sinistre net sur charge de sinistre brut est de 0,5, etc. Bon, alors, après, on peut c'était l'objet avant, de l'époque de Solvin, la question se posait de savoir si il valait mieux utiliser la méthode des primes ou la méthode des sinistres. Et donc, si votre objectif c'était d'optimiser, c'est-à-dire d'avoir le moins de capitaux réglementaires possible, puisque je vous rappelle quand même que les capitaux réglementaires, ça coûte entre 10 et 15% par an, donc ça coûte quand même un peu d'argent, on pouvait se demander qu'est-ce qui donnait le moins de capitaux réglementaires de la méthode des primes et de la méthode des sinistres. Et ce qu'on voit, c'est que de toute façon, dans les deux cas, les capitaux réglementaires qui étaient exigés pour les compagnies d'assurance, ça dépendait uniquement d'un flux. Ce flux, c'était soit la quantité de primes émises, soit la quantité de sinistres qui avait été indemnisée. Et normalement, la quantité de sinistres qui sont indemnisés, ça doit être une proportion des primes qui ont été émises, puisque, comme vous le savez, on peut calculer un ratio sinistre sur prime, même s'il y a de la volatilité dans le ratio sinistre sur prime, il y a quand même que raisonnablement, le ratio sinistre sur prime, il doit être inférieur à 100%. Et donc, de fait, le modèle n'était pas sensible au risque d'actifs, et donc, de fait, il y avait pour les banquiers, dans le cadre d'un conglomérat, la tentation, si les actifs leur coûtaient trop cher en capitaux réglementaires, d'aller les mettre chez l'assureur. Et c'était un peu ça que dénonçait Alan Inghale, même si, évidemment, Alan Inghale, ils écrivent sur la situation américaine. Or, les entreprises d'assurance américaines ne sont pas réglementées par la directive européenne Solvabilité 1, elles sont réglementées en fait par des textes réglementaires qui sont propres à chaque État, puisque aux États-Unis, il n'y a pas de réglementation fédérale des assurances. Mais l'idée était à peu près la même. C'est-à-dire qu'en gros, si vous exigez des capitaux réglementaires qui sont proportionnés au volume de l'activité et pas aux risques qui sont présents dans le bilan, de fait, ça crée une asymétrie considérable avec la banque, parce que dans la banque, comme vous le savez, les capitaux réglementaires sont proportionnés à ce qu'il y a dans le bilan. Et donc ça risque de créer des arbitrages réglementaires, c'est-à-dire que les banquiers pourraient vouloir aller mettre leurs capitaux, les actifs risqués chez les assureurs.
En effet, au cas où vous auriez oublié, ou bien au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est qu'une banque, je vous rappelle juste qu'en fait, en 87, on a signé les accords de Bâle, qui définissaient ce qu'on appelait le ratio Cook, du nom de Peter Cook, qui était à l'époque gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et ce ratio Cook, c'est quoi? C'était qu'en fait, il fallait que les banques aient des fonds propres qui soient égaux à 8% du niveau des crédits qu'elles avaient accordés. Et comme vous le savez, les crédits, c'est à l'actif des banques. Bon, alors, il y avait des pondérations, c'est-à-dire que si vous prêtiez au gouvernement des États-Unis ou en fait à n'importe quel gouvernement, à n'importe quel État d'un pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, la pondération c'était 0% parce qu'on considérait que les États étaient solvables, du moins dans l'OCDE. Si vous prêtiez à une banque d'un pays de l'OCDE, si vous êtes vous-même une banque d'un pays de l'OCDE, ça s'appelle le crédit interbancaire, on avait une pondération qui était pas nulle, mais qui n'était pas très forte non plus, parce qu'on pensait que les banques des pays de l'OCDE étaient correctement supervisées, d'une part, et correctement surtout régulées, d'accord, c'est que la réglementation était bonne, et la mise en œuvre de la réglementation par les contrôleurs, que les anglo-saxons appellent les superviseurs, était correcte aussi, bon, et ainsi de suite. Donc il y avait en fait 4 catégories de pondération, qui étaient 0, 20, 50 et 100%, et qui signifiaient en gros que même si en moyenne, il fallait avoir même si au maximum il fallait avoir 8% de fonds propres, en fait ce 8% de fonds propres, ça ne s'appliquait qu'au crédit qu'on accordait à des emprunteurs qui étaient ni des États souverains de l'OCDE, ni des banques de l'OCDE, ni des collectivités locales, ni des emprunteurs immobiliers qui, en contrepartie du fait qu'ils souscrivaient un emprunt, enfin qu'ils prenaient un emprunt, accordaient une hypothèque sur le bien immobilier qu'ils achetaient avec cet emprunt. Bon, alors ça, vous connaissez tout ça. Et non seulement vous connaissez tout ça, mais vous savez qu'en fait, la conséquence de tout ça sur le bilan d'une banque, ça fait qu'effectivement, chez un banquier, vous avez des fonds propres qui devaient être égal à cette époque à 8% des crédits qui étaient accordés, du moins 8% des crédits, pour lesquels il n'y avait pas de pondération inférieure, parce que les emprunteurs n'étaient pas considérés comme particulièrement sûrs. Et puis vous savez aussi que le problème de ça, c'était que, puisque en fait, la réglementation a instauré des classes d'emprunteurs avec des pondérations, les haircuts en anglais, l'un des problèmes, c'était que ces haircuts étaient quand même très vagues, enfin, les classes, les catégories de risque étaient quand même très larges, et quand on y pense, dire qu'une banque d'un pays de l'OCDE, c'était pas risqué, ça voulait dire que prêter à une banque coréenne, puisque la Corée, ou prêter à une banque japonaise, en 87, ça ne présentait aucun risque, alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, à partir de 89, le Japon est entré en crise financière, et il y a quand même eu pas mal de banques japonaises qui ont eu des gros problèmes, alors que prêter à une entreprise, un corporate qui émettait de la dette AAA aux États-Unis, c'était considéré comme risqué à une époque où, enfin, encore aujourd'hui, les entreprises qui émettent de la dette qui est notée AAA, à long terme, c'est probabilité de défaut 0%. Donc de fait, on demandait 100% de 8% de fonds propres quand on prêtait à un corporate AAA, et on demandait 0% de 8% de fonds propres quand on prêtait à une banque dont certaines ont fait faillite. Donc ça posait quand même problème, manifestement, ce n'était pas les bonnes catégories de risque. Et puis le deuxième problème que ça posait, c'était qu'on prenait en compte que le risque de défaut, mais si vous voyez ce qui est arrivé à la Société Générale, par exemple en 2008, vous dites qu'il n'y a pas que le risque de défaut dans la vie, vous pouvez aussi avoir un trader malveillant qui fait des choses pas très bien et qui se retrouve à vous faire une perte de 5,5 milliards d'euros. Alors à moins que 5,5 milliards d'euros soit parfaitement négligeable pour vous, dans ce cas-là, je serais reconnaissant de me donner 5,5 milliards d'euros, parce que moi, c'est pas totalement négligeable, je saurais comment faire. Il va de soi qu'il n'y a finalement pas que le risque de crédit dans les banques. C'est pourquoi on a décidé, après avoir mis une série de rustines successives, qu'on a appelées BAL 1 et BAL 1,5, pardon, et puis tout un tas d'amendements à BAL 1,5, on a décidé de restructurer le cadre réglementaire des banques avec BAL 2, où cette fois-ci, à la fois, on prenait en compte tous les risques, et pas seulement le risque de crédit comme dans BAL 1, et pas seulement le risque de crédit plus le risque de marché comme dans BAL 1,5, et non seulement on prenait en compte tous les risques, mais justement, on avait une réglementation qui était risk sensitive, c'est-à-dire l'idée c'était qu'on allait proportionner le montant de fonds propres au risque des actifs et des opérations. Non seulement parce qu'il y a les actifs d'un côté, d'accord,
effectivement, c'est important parce que c'est des actifs qui risquent de perdre de la valeur dans le bilan et on a vu que les fonds propres, ça servait à faire face aux pertes d'actifs, mais il y a aussi éventuellement des opérations qui peuvent faire perdre de l'argent, comme dans le cas de l'ami Cardiel. Bon, et donc ça, vous connaissez ça mieux que moi, c'est BAL 2, d'accord. Je rappelle quand même, parce que ça mérite d'être fait, que dans le BAL 2, il y a 3 piliers. Il y a un pilier exigence minimale de fonds propres, il y a un pilier surveillance par les autorités prudentielles, et il y a un pilier transparence et discipline de marché. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous allez voir que solvabilité 2, c'est exactement ça. Il y a un pilier pour les fonds propres, il y a un pilier sur le reporting, la reddition de comptes aux autorités de marché et les modalités de supervision. En gros, il faut être capable en temps réel de répondre aux autorités de surveillance. Et puis il y a un pilier 3 qui est pas seulement transparence et discipline de marché, mais qui est aussi, dans le cas de l'assurance, qui est aussi gouvernance et capacité à évaluer ses propres risques. Bon, mais ça reste la même idée. Et la raison pour laquelle ça reste la même structure, c'est que puisqu'on veut éviter l'arbitrage réglementaire entre la banque et l'assurance, il faut qu'il y ait la même structure de réglementation dans les deux secteurs. Bon, alors, comme vous le savez, dans le cas des banques, les choses deviennent assez compliquées, puisque alors que dans BAL 1, on avait juste un ratio coût qui était 8% des crédits pondérés, et on voulait juste un niveau de fonds propres qui était supérieur à ce que prescrivait le ratio Cook. Dans BAL 2, on a le ratio McDonough, et McDonough, c'est 8% des risques totaux, qu'on va appeler les risk-weighted assets, d'accord, donc les actifs pondérés en fonction de leur risque, puisque en effet, on a des métriques de risque dans BAL 3. Et ces risk-weighted assets, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a des métriques propres au risque de marché, au risque de crédit, au risque opérationnel, etc. Et non seulement il y a des métriques propres à chaque catégorie de risque, mais en plus, pour chaque catégorie de risque, il y a des méthodologies, puisque vous avez une méthodologie de base, d'accord, où vous vous contentez d'appliquer un coefficient, vous avez alors parfois vous avez une méthodologie intermédiaire, et puis ensuite vous avez une méthodologie avancée, où en fait vous fabriquez un modèle de votre risque, et puis le superviseur dit oui, il dit pas oui, au cas, si le superviseur ne dit pas oui, il faut utiliser la méthodologie, une autre méthodologie, d'accord. Mais il y a l'idée qu'il y a plusieurs méthodes possibles pour mesurer les risques, avec de la liberté, par la possibilité d'élaborer vous-même votre modèle de mesure des risques. Donc, ce qui fait que ça devient assez rapidement compliqué. Ceci dit, c'est quand même beaucoup moins compliqué que BAL 3, parce que BAL 3, la raison pour laquelle BAL 3 c'est compliqué, c'est pas seulement parce qu'il y a une nouvelle directive et une nouvelle réglementation, c'est pas seulement parce qu'il y aurait plus de piliers, parce qu'en fait il y a toujours autant de piliers, c'est surtout parce que le pilier 1 devient un truc absolument incompréhensible, enfin je veux dire absolument illisible. Alors pourquoi il est illisible? Parce que si vous regardez de près, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment c'est fichu les capitaux réglementaires dans BAL 3, mais c'est quand même assez touffu. Alors pourquoi c'est assez touffu? Parce que concrètement, il y a 4 autorités différentes qui supervisent les banques dans BAL 3. C'est-à-dire qu'il y a une autorité de supervision directe, soit c'est une banque centrale nationale, si la banque n'est pas systémique, soit si elle est systémique, c'est le mécanisme de supervision unique, à partir de 2014 et la création du mécanisme de supervision unique. Donc ça fait déjà potentiellement 2 autorités. Ces autorités qui ont directement la supervision, elles sont compétentes sur le montant de fonds propres de base, d'accord, mais elles ne sont pas compétentes sur les surcharges qui peuvent être ajoutées, parce que par exemple dans le cadre de BAL 3, il y a ce qu'on appelle le coussin contracyclique, c'est que de fait, il y a des autorités nationales, mais qui ne sont pas nécessairement le superviseur bancaire. Dans le cas de la France, c'est le Haut Conseil du risque systémique. Alors, c'est sûr que le Haut Conseil du risque systémique, il est à la Banque de France. Mais ce n'est pas l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont c'est le boulot en France de superviser les banques qui ne sont pas supervisées par le mécanisme de supervision unique. Et le Haut Conseil du risque systémique, il peut donc décider d'ajouter aux fonds propres réglementaires que les banques françaises doivent détenir jusqu'à 2% des risk-weighted assets, donc jusqu'à 2% de la valeur de bilan pondérée avec des mesures de risque, pour des motifs de cycle. Pourquoi pour des motifs de cycle? Parce que vous savez que les fonds propres jouent un rôle procyclique. Ils jouent un rôle procyclique, pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, normalement, quand la conjoncture est bonne, les banques font des profits. Comme elles font des profits, ça fait potentiellement des bénéfices mis en réserve, donc ça fait des fonds propres qui augmentent. Si les fonds propres augmentent, de fait, vous pouvez augmenter votre volume d'affaires, donc vous pouvez acquérir des nouveaux actifs. Donc, de fait, quand la conjoncture est bonne, comme les banques font des profits, et comme leur niveau de fonds propres augmente, il n'y a pas grand-chose qui va limiter leur activité.
À l'inverse, quand la conjoncture se retourne, si la valeur des actifs au bilan se met à baisser, bah, comme la partie active du bilan va baisser, mécaniquement, la différence entre l'actif et le passif va s'amenuiser, et donc le niveau des fonds propres va baisser. Si le niveau des fonds propres baisse, vous risquez d'être contraint de céder des actifs, parce que votre niveau de fonds propres a baissé. Il a baissé simplement parce que votre actif a perdu de la valeur sur le marché, par exemple. Vous êtes contraint de céder des actifs, c'est-à-dire vous vendez des actifs, et en vendant des actifs, vous faites baisser la valeur du marché des actifs, y compris de votre bilan. Et donc vous voyez que, de fait, il y a une dimension procyclique de l'existence des fonds propres, et donc pour éviter cette dimension procyclique, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut être tenté d'exiger des banques qu'elles aient plus de fonds propres dans la partie haute du cycle, ce qui fait du coup que ça va limiter leurs achats d'actifs, et c'est ce qu'on appelle le coussin contracyclique, et on peut dégonfler le coussin quand la conjoncture se retourne pour éviter aux banques de vendre des actifs. Alors disant, bah, finalement, vous avez besoin de moins de fonds propres, puisqu'on vous avait appliqué un fonds propre de un coussin de 2%, on baisse le coussin à 1%, donc on vous rend une marge sur les fonds propres. Pardon. Bon, donc, une autorité qui est responsable de ça, et puis vous avez une autre autorité qui est responsable des surcharges systémiques. Bon, il peut y avoir des surcharges systémiques à l'échelle nationale qui sont décidées par le contrôleur national, donc dans le cas de la France, la CPR, mais il peut aussi y avoir des surcharges systémiques qui sont décidées à l'échelle internationale par le Financial Stability Board, qui en français doit s'appeler le Conseil de stabilité financière. En effet, le Conseil de stabilité financière, depuis 2014, je crois, tous les ans, publie une liste des banques et aussi des assureurs maintenant qui sont systémiques. Et ces banques et ces assureurs qui sont systémiques, bah, ils ont une surcharge en fonds propres dans le cas des banques qui peut aller jusqu'à 5%. Alors, il me semble qu'actuellement, la surcharge maximale, c'est pour HSBC, c'est 3,5%. Mais donc, de fait, HSBC doit avoir 3,5% de ses risk-weighted assets en fonds propres, en plus du niveau qui est prescrit par le niveau de base de Bâle, plus ce que le régulateur national du risque systémique pourrait, enfin, de la conjoncture pourrait ajouter pour surcharge systémique, le FSB dit qu'il faut 3,5% en plus. Et puis, par-dessus le marché, le superviseur national peut ajouter, si à son avis il y a des problèmes sur la gouvernance au titre du pilier 2, il peut ajouter encore jusqu'à 2% de fonds propres supplémentaires de manière discrétionnaire. Bon, donc en gros, BAL 3, ça devient très compliqué. D'accord. Ça devient très compliqué, mais et de fait, solvabilité 2 est à la fois moins discrétionnaire, le régulateur va moins pouvoir choisir d'ajouter des fonds propres pour des raisons diverses, comme on vient de le voir dans BAL 3, ou pour des raisons de cycle, pour des raisons de gouvernance, pour des raisons de taille des établissements, on ajoute des problèmes. Il y a divers superviseurs ou contrôleurs qui peuvent ajouter des fonds propres, qui peuvent ajouter aux exigences de fonds propres. Donc ce n'est pas le cas dans BAL 2. Mais avant de considérer BAL 2, on va quand même regarder un peu comment sont faits les autres systèmes de réglementation, des assurances, ne serait-ce que parce que les assureurs, il n'y en a pas qu'en Europe. Et alors, en fait, c'est d'autant plus intéressant qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle risk-based capital, et ce risk-based capital, ben, contrairement à la réglementation française de solvabilité 1, comme son nom l'indique, l'idée de risk-based capital, c'est de fonder les exigences de capitaux propres dans le risque, à la fois le risque des opérations et le risque d'actifs. Bon, et alors, il faut comprendre quand même que, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, il n'y a pas de réglementation fédérale des assurances. Donc il y a des réglementations par État. Et donc le modèle risk-based capital, c'est un modèle intellectuel qui a en fait été pensé par la NAIC. Qu'est-ce que c'est que NAIC? C'est la National Association of Insurance Commissioners. Et en fait, la NAIC, c'est l'association professionnelle des assureurs aux États-Unis qui regroupe toutes les entreprises d'assurance. C'est-à-dire non seulement les sociétés anonymes d'assurance, les sociétés mutuelles d'assurance, ce qu'on appelle les reciprocals, c'est des coopératives d'assurance, mais aussi les courtiers en assurance. Alors qu'en France, on a une fédération française des assurances où il y a à la fois les mutuelles et puis les assureurs, enfin les mutuelles, les sociétés d'assurance mutuelle, pas les sociétés mutuelles d'assurance qui sont dans la mutualité française. Mais les courtiers, par exemple, ne sont pas membres de la Fédération française de l'assurance. Il y a des associations de courtiers. Aux États-Unis, tout le monde est dans la même association, et c'est cette association qui a produit un cadre de pensée, pour penser, en gros un cadre de détermination des fonds propres, qui a été proposé à tous les États américains. Alors, il y a certains États qui ont adopté le modèle risk-based capital, parfois avec des variations, mais ça a pris très longtemps, parce qu'en fait, entre le moment où le modèle a été proposé, qui était en gros 94, et
depuis 1993, le moment où la formule a été élaborée, et puis le moment où il a été mis en place dans une majorité d'États, il s'est passé plus de 20 ans. Bon, donc de fait, quand on dit risk-based capital, c'est un modèle d'évaluation des capitaux propres pour les compagnies d'assurance qui n'a pas en soi force de loi, mais s'est trouvé être mis dans la loi dans beaucoup d'États américains. D'accord ? Et alors, donc contrairement au modèle solvabilité 1, où on a vu qu'on proportionnait les fonds propres uniquement au volume d'opération, dans le risk-based capital, on va surtout proportionner le montant des fonds propres alors, on va le proportionner à la fois au montant des opérations et au montant aux valeurs de bilan, d'accord ? Donc, à quoi est-ce qu'on proportionne ? Ben ça, c'est some common risk identified in the RBC models include. Alors, est-ce que c'est ça que je vous mets ? Non, c'est pas ça. Il faut que je vous montre ça. Donc, les risques qui sont identifiés par le modèle, ils incluent, qu'est-ce qu'on a ? Alors, dans les risques d'actifs, on a les affiliates. Pourquoi ? Ben parce qu'en gros, vous pouvez avoir des filiales qui perdent de l'argent. Et si c'est à vous de les recapitaliser, en particulier si c'est des filiales d'assurance, si vous avez des filiales qui sont telles que vous devez statutairement, en tant que maison mère, indemniser les clients des filiales, c'est évidemment un risque dont il faut tenir compte. Donc c'est le premier. Ensuite, vous avez d'autres types d'actifs qui sont en particulier les risques de perte de valeur des actifs que vous possédez. Et donc, pas seulement les risques qui sont dus au passif de vos filiales, mais aussi les risques qui sont dus au fait que vos actifs peuvent se déprécier, que ce soit des crédits que vous avez accordés, des risques de variation du taux d'intérêt sur les actifs que vous possédez, ou des risques de marché sur les actifs de marché. Ensuite, vous avez underwriting risk. Qu'est-ce que c'est underwriting risk ? Je vous rappelle que le risque de souscription en français, alors là c'est ce qui relève des opérations, c'est le risque que en fait, vous ayez mal tarifé. Enfin, c'est toujours difficile de déterminer si c'est que vous avez mal tarifé ou si c'est que le risque c'est mal produit, mais en gros, vous avez moins facturé de primes que vous n'avez eu à indemniser. Ça, c'est ce qu'on appelle le risque de souscription, c'est qu'en gros, les risques que vous avez souscrits se trouvent produire des demandes d'indemnité supérieures aux primes que vous aviez perçues. Et puis après, il peut arriver autre chose, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du business risk. Le business risk, c'est quoi ? C'est par exemple que vous avez un courtier qui vous a fait des choses indélicates, qui a signé. Vous étiez engagé avec un courtier, et le courtier, c'est lui qui a souscrit trop et vous vous trouvez à devoir payer les bêtises du courtier. Vous avez un réassureur auprès duquel vous aviez souscrit un traité de réassurance et puis le réassureur fait défaut. Enfin bon, bref, toutes les autres opérations fâcheuses qui peuvent vous faire perdre de l'argent. Bon, donc on identifie un certain nombre de catégories de risques. Et puis quoi ? Et puis on va simplement dire que en fait, le montant de capital dont vous avez besoin, c'est proportionnel. Alors à quoi ? En fait, c'est proportionnel à la somme des modules de risque qui mesurent. Le premier, R1, il va mesurer ce qu'on a appelé le asset risk lié aux filiales. Le R2, il va mesurer les autres types de risques d'actifs. Le R3, il va mesurer, comme on l'a dit, le risque de souscription, etc. D'accord ? Donc en fait, on calcule séparément des modules, la valeur des risques que vous avez dans divers modules, et puis on va dire que la provision totale en capital dont vous avez besoin, c'est quelque chose qui va être une fonction croissante de l'ensemble de ces risques. Fonction croissante à laquelle on donne la forme d'être en fait la racine de la somme des carrés de ces sous-modules de risque. Pourquoi on fait la racine des carrés, pourquoi on fait des risques additifs ? Parce qu'il s'est avéré qu'en fait ça représentait le fait que les risques n'étaient pas tous corrélés. Et alors concrètement, comment est-ce qu'on calcule chacun de ces modules de risque ? En fait, on a des formules qui sont totalement téléphonées, d'accord ? C'est-à-dire, par exemple, pour le R0, c'est 1% des montants hors bilan qui apparaissent dans les états fiscaux. En particulier, c'est 1% des garanties des filiales. Et 1% des garanties des filiales, concrètement, ça veut dire que, en gros, en hors bilan, vous devez indiquer le montant que vous êtes engagé à garantir sur les filiales, et il faut provisionner, il faut que la maison mère ait dans ses fonds propres 1% de ces montants. Ça, c'est pour si vous avez des filiales qui sont supervisées par des entités américaines. En revanche, si vous avez des filiales qui sont à l'étranger,
comme on n'est pas sûr qu'elle soit correctement régulée, eh bien, il faut mettre en fonds propres 50% du capital de ces filiales. Ce qui, au passage, fait une différence importante avec le schéma européen. Vous avez vu dans Solvabilité 2, dans Solvabilité 1, pardon, mais ce sera aussi vrai dans Solvabilité 2, et c'est aussi vrai dans Bâle. Dans le système européen, quand une entreprise bancaire a une filiale bancaire ou assurantielle, ça compte dans les fonds propres. Ce capital-là est considéré comme un fonds propre. Ce qui est paradoxal parce que, quand vous y pensez, quand vous détenez des parts dans une filiale, techniquement, vous détenez des actions, donc c'est de l'actif. Donc puisque c'est de l'actif, ça peut perdre de la valeur. Donc puisque ça peut perdre de la valeur, c'est un risque que vous devriez provisionner. Enfin, en tout cas, pour lequel vous devriez disposer des fonds propres. C'est ce que dit la réglementation américaine. Mais dans la réglementation européenne, au contraire, en gros, si vous détenez des actions d'une banque dans laquelle vous n'avez pas une participation déterminante, alors c'est de l'actif pour lequel il faudra des fonds propres. Si vous détenez les actions d'une filiale que vous contrôlez, alors ça devient des fonds propres. Alors, même si ça peut aussi compter au numérateur du ratio de Bâle, au dénominateur du ratio de Bâle, par exemple, ça compte au numérateur. Bon, après, je ne vais pas continuer à vous le raconter, mais à vous faire le détail, d'accord, mais si vous prenez par exemple les instruments de taux, bah, vous voyez que pour les titres de créance sur l'État américain, vous avez 0% de fonds propres. Pour les titres de créance qui sont notés AAA jusqu'à A, vous devez provisionner un montant de fonds propres qui est égal à 0,3% du montant de ces créances. Pour les titres de créance qui sont notés BBB, donc c'est la dernière note d'investment grade, c'est 1%. Pour les junk bonds qui sont C, il faut 10%. Donc concrètement, si vous voulez avoir $1 million de junk bonds notés C dans votre portefeuille, il faut que vous ayez $100 000 de fonds propres, etc. Bon, donc vous voyez que c'est quand même très précis. Enfin, c'est très checklist, d'accord. Il y a une série d'items. Donc on l'a dit, R0 c'est les participations, R1 c'est les risques d'actifs hors participation. Et pour chacun de ces items, vous avez une nomenclature de comment vous construisez, comment vous calculez les niveaux de fonds propres. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas, comme on va le voir, des modèles internes, comme il y a dans le cas de la banque ou de l'assurance en Europe. Bon, et donc au bout du compte, ça vous donne quoi? Ça vous donne un montant de capital. Alors là où les Américains sont quand même assez géniaux, c'est que ce montant de capital, en fait, on ne s'attend pas à ce que vous ayez 100% de ce capital, on s'attend à ce que vous ayez 200% de ce capital. Donc concrètement, le montant de risk-based capital que vous donne la formule, ce n'est pas le montant des fonds propres que vous devez avoir, c'est la moitié du montant de fonds propres que vous devez avoir. Comme ça, toutes les entreprises en bonne santé affichent qu'elles ont 200% du ratio. Donc c'est une façon de dire, bah, regardez, ça va très bien, j'ai 200%. Bah, concrètement, ce n'est pas 200%, c'est 100%. Oui. Mais de fait, le ratio donne la moitié du capital dont on a effectivement besoin. Ce qui permet à tout le monde de dire qu'il va très bien. À tel point d'ailleurs que, en gros, si vous tombez en dessous de 200%, le contrôleur des assurances vous fait coucou et il peut vous demander des comptes. Et en particulier, quand vous arrivez à 150%, alors, quand vous arrivez pile à 150%, vous devez présenter au contrôleur des assurances de votre État un plan de retour à 200%. Et de fait, le régulateur peut décider de mesures impératives pour faciliter le retour à l'équilibre. Alors parmi ces retours impératifs, il peut vous empêcher, par exemple, de souscrire des nouveaux contrats. Il peut vous mettre en run-off. Run-off, ça veut dire pas de souscription de nouveaux contrats, vous vous contentez de liquider les contrats existants. S'il pense, par exemple, que vous vendez des contrats à perte, il peut vous interdire de vendre des contrats. Donc de fait, c'est bien que 150%, c'est pas bon, puisque à partir du moment où vous interdit de souscrire des nouveaux contrats, c'est quand même qu'on pense que ça va pas très bien. Bon, à partir de 100%, le régulateur peut prendre en main la compagnie. Il peut décider de mesures conservatoires qui ne sont pas seulement d'interdire de nouveaux contrats, mais qui peuvent être de remplacer le management. Et à partir de 70%, le régulateur doit soit recapitaliser. Alors, en général, c'est pas lui, d'accord, c'est pas avec ses petits sous, c'est que concrètement, il va confier le portefeuille de contrat à une entreprise tierce, d'accord. Soit il va liquider. Mais en gros, à partir de 70%, il faut que le régulateur il est obligé de prendre une décision, alors qu'à partir de 100%, il peut prendre une décision. Ce qui est bien la preuve d'ailleurs que c'est pas 100% la solvabilité, puisque 100% ça veut dire que dès que vous êtes à 100%, le régulateur peut décider de virer l'équipe de direction et il fait ce qu'il veut avec les contrats. Et à partir de 70%, il est obligé d'agir, ce qui est quand même normal, puisque ça veut dire qu'il n'y a plus assez de capitaux en principe pour assurer la bonne fin des opérations. Même si, on l'a vu, la formule ne garantit pas. La formule n'est pas conçue pour garantir l'exécution des contrats d'assurance.
la formule, elle donne juste des règles qui peuvent penser qu'il y a du risque dans le bilan. Alors après, il y a eu une série d'études qui visaient à montrer dans quelle mesure risk-based capital, c'est prédictif des faillites. Mais en tout cas, il n'y a pas dans risk-based capital un truc qui consiste à vérifier si les provisions mathématiques sont bien proportionnées aux engagements d'assurance, d'une part, et d'autre part, s'il y a dans l'actif de quoi payer les provisions mathématiques. C'est pas ça. Dans risk-based capital, il y a juste qu'on dit, bon, ben, en gros, les risques d'actifs que vous avez, c'est ces catégories de risques-là, et puis on fait une métrique. Les risques d'opération que vous avez, c'est ces trucs-là, on fait une métrique, et puis on se donne un truc qui n'est pas complètement au doigt mouillé, mais qui donne une idée des risques qu'il y a dans l'activité de la compagnie. Et puis on se dit, s'il y a beaucoup de risques, il faut mettre beaucoup de capitaux réglementaires en place, si c'est le cas, on interviendra. Enfin, donc vous voyez, c'est quand même une mesure. C'est une mesure qui n'est pas absurde, puisqu'on a bien repéré des catégories de risques, mais à aucun moment, c'est une évaluation directe de la capacité à honorer les engagements. Ça, normalement, c'est quand même le boulot des actuaires. Et on peut penser qu'ils le font correctement. Donc on voit qu'à une époque où les Européens proportionnaient les capitaux propres des assureurs uniquement à l'activité, c'est-à-dire aux primes émises ou aux sinistres indemnisés, les Américains, eux, avaient pensé à une méthodologie qui permettait de prendre en compte d'autres catégories de risques, en particulier les risques de bilan, mais sans pour autant fabriquer un modèle qui garantit l'exécution des contrats. Bon, alors évidemment, les Européens se devaient de mieux faire, et de fait, ils ont fait mieux. Alors, ils ont fait mieux, bon, parce qu'il est clair qu'au début des années 2000, enfin, ou à la fin des années 90, Solvabilité 2, ça commençait à devenir un truc de papy, d'accord. Ça devenait d'autant plus un truc de papy que, comme on l'a dit, l'intégration de la banque et de l'assurance dans des conglomérats financiers, vous vous souvenez peut-être, mais lors du premier ou du deuxième cours, quand on a parlé de la distribution de l'assurance, on a vu qu'en France, la banque assurance était très importante. C'était un canal de distribution très important, parce qu'en particulier en France, la banque assurance, c'est ce qui vend l'assurance vie. Et la banque assurance, quand vous y pensez, BNP Paribas à Cardiff, Société Générale à Sogessure, Crédit Agricole à Pacifica, et puis ces autres compagnies d'assurance, enfin bref, le Crédit Mutuel à les assurances du Crédit Mutuel, et ainsi de suite. C'est-à-dire que de fait, il n'y a pas un groupe bancaire significatif qui ne soit pas adossé à un groupe d'assurance. Donc de fait, l'idée qu'il y ait une intégration de la banque et de l'assurance et donc qu'il y ait potentiellement des arbitrages réglementaires, à un moment donné, le régulateur a dû se dire que ce n'était pas complètement de la rigolade. D'autant plus qu'en fait, il y a des risques qui sont potentiellement importants et alors qui sont complètement sous le radar de solvabilité, de l'ancienne solvabilité. Alors, les risques terroristes, les risques cyber, les risques qui produisent ce qu'on appelle des garanties latentes, d'accord, ou des garanties silencieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, dans des polices multirisques, soit PME, soit multirisque habitation, s'il n'y a pas d'exclusion explicite de certaines garanties, comme terrorisme, guerre, catastrophe naturelle, ça en général c'est bien exclu. Mais risque cyber, par exemple, c'est pas exclu. D'accord. Et la PME Trucmuche qui se fait pirater sa base de données qui, au titre du règlement général sur la protection des données, se retrouve avec une amende qui est 500 fois son capital, celui qui devra payer, c'est l'assureur. S'il ne l'a pas exclu du contrat, en général, pour l'instant, c'est pas exclu, il va devoir payer effectivement. Bon, donc ce type de nouveaux risques avec des conséquences potentiellement énormes qui existe simplement parce qu'il n'a pas été exclu de contrats qui ont été renouvelés par tacite reconduction, ça fait que on se dit quand même que l'ancien cadre prudentiel, il a quand même trouvé ses limites. Et donc tout ça fait qu'il faut changer. Il faut changer pour un cadre qui serait sensible au risque, risk sensitive, et qui donc proportionne les capitaux réglementaires non seulement à l'activité, donc à la vente de contrats, au flux, mais aussi aux stocks de risques qui sont présents dans le bilan, comme le RBC. Mais mieux, naturellement, puisqu'on est plus malin que les Américains, comme chacun sait. Alors, dans le genre plus malin, on a fait assez fort. Je ne sais pas si vous avez un jour vu ça, mais ça, c'est l'architecture de solvabilité 2. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 5 sous-modules de risque, comme il y a dans l'RBC, on en a 31. En fait, solvabilité 2, ça va consister à faire 31 modèles. Alors, ça dépend évidemment. Si vous êtes un monoliner, si vous n'avez qu'une seule ligne de métier, et que votre ligne de métier, c'est une seule chose, vous n'allez pas avoir à renseigner les 31 sous-modèles de risque.
Mais si vous faites toutes les catégories d'assurance, vous allez avoir à renseigner le risque de longévité, le risque de taux, le risque de marché, le risque de crédit, le risque de truc, le risque de machin. Donc vous allez devoir construire une modélisation spécifique de l'effet de chacun des risques sur votre activité générale, sur votre activité globale, c'est à la fois sur le flux de l'année et sur le bilan. Et quand je vous dis que vous allez devoir construire une modélisation, c'est parce que contrairement à Bâle, dans Bâle, il y a toujours une approche basique où on vous dit capitaux pour risque opérationnel, dans le correspondant banking, vous prenez 12% de votre chiffre d'affaires annuel. Alors ça, c'est l'approche minimale de Bâle, c'est ça. L'approche minimale de solvabilité 2, c'est vous construisez un modèle stochastique de votre bilan et un modèle stochastique de votre activité annuelle, vous faites la somme des deux et vous prenez le quantile 99,5% de la distribution. C'est quand même beaucoup plus compliqué. D'autant plus qu'ensuite, quand vous avez construit vos 31 modèles de machin, il faut envisager les corrélations entre les 31 sous-modules. Donc potentiellement, vous avez 31 fois 30, vous avez 930 covariances là-dedans. Bon, heureusement, elles sont données par heureusement ou pas, mais elles sont données par la réglementation. Bon, concrètement, comment ça s'est organisé ce machin? Vous savez qu'en gros, dans le secteur financier, à partir de l'adoption du Financial Sector Action Plan à la fin des années 90, on a décidé de construire la réglementation du secteur financier dans l'Union européenne en faisant des textes de niveau 1 qui sont des directives ou des règlements, qui sont l'équivalent des lois dans le système français, qu'on complète avec des textes de niveau 2 qu'en général on appelle des actes délégués, sauf que dans le cas du secteur financier, il y a en plus des textes niveau 2 qui sont des actes délégués. Alors les actes délégués, c'est l'équivalent des décrets d'application pour le texte européen. Sauf qu'en plus dans le secteur financier, on a des RTS, qu'on va appeler des Regulatory Technical Standards, donc des normes techniques réglementaires, des normes techniques d'exécution. Et puis on a des autorités de régulation qui vont émettre des normes de niveau 3. Dans le cas de l'assurance, c'est l'autorité européenne des assurances et pensions professionnelles, que tout le monde désigne par son sigle anglais EIOPA, qui veut dire European Insurance and Occupational Pensions Authority, d'accord. Donc celle-là, elle fabrique pas alors, elle écrit pour le compte de la Commission européenne les Regulatory Technical Standards, mais de fait, c'est pas elle qui les publie sous sa propre autorité. En revanche, elle publie des guidelines, donc elle publie des lignes directrices, qui n'ont pas force de loi, mais qui sont quand même censées s'appliquer aux entreprises d'assurance. Et comme si ça ne suffisait pas, on a en plus un superviseur national qui s'appelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, comme vous le savez, puisque la CPR, il a deux branches. De fait, il y a deux vice-présidents de la CPR, il y a un vice-président assurance et un vice-président banque. Et donc la CPR version assurance, elle produit aussi des textes qui peuvent s'appeler des opinions, par exemple. Donc quand on parle de la réglementation, ça veut dire qu'on parle des règlements, des directives. Bon, techniquement, il peut y avoir des décisions aussi, mais parce que vous savez que la troisième modalité d'acte juridique de niveau 1 du Parlement et du Conseil, c'est ce qu'on appelle les décisions. Et ça, normalement, dans le secteur financier, on exclut. Mais déjà, donc, on a des règlements et des directives, c'est le niveau 1. Niveau 2, on peut avoir des actes délégués, ou des actes d'exécution, ça c'est un détail. Niveau 2,5, on va avoir donc des normes techniques d'exécution ou des normes techniques de réglementation. Niveau 3, on a des guidelines, des lignes directrices de l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Et niveau, je ne sais pas très bien quoi, parce que le niveau 4 de Jean-Fallu, c'est pas ça en principe. Le niveau 4, c'est la vérification de la cohérence par les autorités européennes. Mais donc, on a un niveau intermédiaire entre le niveau 3 et puis l'infini, qui est la production des autorités nationales. Donc, quand on parle de réglementation des assurances, c'est pas tellement plus simple que le monstrueux tableau que je vous ai montré avec Bâle 3, là où on a des autorités dans tous les sens qui régulent le niveau des fonds propres. Alors, pour les assurances, le niveau des fonds propres, il est juste défini par la directive, ça d'accord. Mais en revanche, les modalités techniques de mise en œuvre de ce niveau de fonds propres, avant d'aller regarder dans le détail de solvabilité 2, on va faire une petite distraction. Pourquoi on va faire une petite distraction? Parce qu'on va se dire qu'en fait, il y a quand même une alternative aux fonds propres dont il faut parler une seconde. C'est que, au lieu d'avoir des fonds propres, vous pourriez signer un traité de réassurance avec un réassureur. À partir du moment où ce réassureur est considéré comme fiable. Alors, évidemment, il faut qu'il soit considéré comme fiable, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « Ouais, mais mon beau-frère, il s'appelle Lulu, il habite à Brive-la-Gaillarde et il a dit qu'il allait payer les engagements si moi je ne pouvais pas. » Mais
Pourquoi c'est un substitut aux fonds propres? Parce que concrètement, l'idée c'est que les fonds propres, c'est de l'argent qui est mis de côté pour pouvoir faire face à des pertes, ça ok. Mais les fonds propres, ça vous offre pas de la diversification. Alors que l'idée de la réassurance, on l'avait déjà ébauché quand on avait parlé de diversification et de mutualisation, c'est quand même que à l'échelle nationale, vous ne pouvez pas forcément opérer une mutualisation qui vous permet de diversifier suffisamment. Typiquement, le risque climatique à l'échelle nationale, il n'est pas toujours diversifiable. Alors, le risque inondation est diversifiable à l'échelle nationale d'un pays comme la France, il est un petit peu moins à l'échelle d'un pays comme le Luxembourg, d'accord. Mais le risque tempête sur un pays comme la France, par exemple, c'est mal diversifié. Pourquoi c'est mal diversifié? Parce que si vous prenez la tempête de 99, par exemple, la tempête de 99, elle a frappé depuis Saint-Jean-de-Luz, enfin, même en Daille, d'accord, depuis la frontière espagnole jusqu'à la frontière belge. Donc de fait, tout le littoral atlantique et même à Paris, il y avait des dégâts matériels. Donc si la moitié du territoire national est touché, vous ne diversifiez plus. Hein. Donc de fait, il y a des types de diversification que vous ne pouvez obtenir que, en fait, en cédant une partie de vos risques à un assureur qui serait une espèce d'assureur global et qui, lui, par exemple, va opérer des mutualisations à l'échelle globale, puisque les réassureurs, c'est plutôt des entreprises qui ont une activité sur tous les continents. Et donc, de fait, ça a du sens de considérer la réassurance comme un substitut de fonds propres en tout cas, ça a du sens de considérer, de donner un statut à la réassurance, parce que la réassurance offre des possibilités de mutualisation qu'on ne peut pas faire dans le cadre de la compagnie. Donc on peut se demander si la réassurance, en gros, c'est un substitut au provisionnement ou si c'est un substitut aux fonds propres. Mais l'idée quand même, c'est que s'il réassurera des fonds propres, les fonds propres du réassureur, dans le cadre des contrats qu'on pourrait leur donner, viennent en quelque sorte en supplément des fonds propres de l'assureur. Donc du coup, avant de regarder l'assureur tout seul, ça a du sens d'essayer de comprendre comment l'assureur peut fonctionner avec le réassureur. Et donc pour comprendre comment ça marche, on va se donner un contrat d'assurance bernoulien. Ce contrat d'assurance bernoulien, c'est qu'on a une probabilité 0,99 de ne rien perdre et qu'on a une probabilité 1% de perdre 1. D'accord. Donc concrètement, l'espérance de perte de ce contrat, c'est quoi? C'est 0,99 fois 0 plus 0,01 fois 1, donc c'est moins 0,01. C'est un contrat dont l'espérance est moins 1 centime. Et on imagine un assureur qui aurait souscrit 10 000 des contrats de ce type. Donc comme il a souscrit 10 000 contrats de ce type, la prime pure, ça doit être 10 000 fois 0,01, donc ça fait 100. Et la variance du portefeuille, comme vous le savez, la variance du binomial, c'est NP 1 moins P, d'accord. Et donc, de fait, la variance ici, ça doit être 0,01, ça c'est P, fois 1 moins P, c'est 0,99, fois N, nombre de contrats, donc ça vous fait une variance de 99. Bon, alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, en fait, je comprends pas ce qui se passe. En fait, donc, si on veut réassurer un contrat pareil, bon là je ne vais pas m'intéresser aux effets de diversification, je veux juste expliquer comment sont structurés les contrats de réassurance. En fait, fondamentalement, on a deux formes de traités de réassurance. On a des traités qu'on va dire proportionnels et des traités qu'on va appeler non proportionnels. D'accord. Donc, dans les traités de type proportionnel, ça va être pour l'essentiel des traités en quote-part, tandis que dans les traités non proportionnels, il y en a plusieurs types, mais on va considérer essentiellement les traités en excédent de perte. D'accord. Bon, et alors, il y a une littérature là-dessus, en particulier, il y a un article de Borch, qui était un actuaire norvégien, qui s'appelle Optimum Reinsurance Treaty, qui est la Bible en la matière. Mais l'idée quand même, c'est que ce qui va nous intéresser dans un contrat de réassurance, c'est pas seulement combien on paye, mais c'est surtout de faire un arbitrage entre ce qu'on va payer et ce qu'on va garder comme variance dans le portefeuille. Donc là, l'idée, c'est qu'en souscrivant ces risques, on a pris 100 de primes en échange, enfin, en tout cas, ces risques, ça représente une prime pure de 100. Donc une perte potentielle de 100, plus une variance de 99. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est à la fois quelle est la proportion de la prime qu'on va céder et quelle est la proportion de la variance qu'on va céder. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on fait un traité en quote-part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va céder une proportion des risques au réassureur.
Donc par exemple, on se dit, on vend au réassureur 5% de la prime, enfin, on cède au réassureur 5% de la prime pure et 5% du montant des sinistres. Alors au passage, dans ce cas-là, l'entreprise qui signe un traité, l'entreprise d'assurance qui signe un traité de réassurance avec le réassureur s'appelle la cédante. Donc elle cède les risques au réassureur. Donc de fait, puisque le réassureur il prend à la fois 5% des primes et 5% des sinistres, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va prendre 5% de 100, donc il va prendre 5 de primes. Quant à la variance, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, la variance résiduelle pour l'assureur, ça va être 0,95% de la variance qu'il avait avant, pardon, 0,95 fois la variance qu'il avait avant. Or, la variance de 0,95 fois la variance, c'est 0,95 au carré fois la variance. Donc, en fait, ce que l'assureur va garder, c'est à peu près 90% de la variance. Donc, en fait, en cédant 5% des primes, il cède 10% de la variance. D'accord? Et donc, du coup, pour l'assureur, le traité en quote-part, ça lui fait certes perdre une partie des primes, mais ça lui permet aussi de céder une partie de la volatilité, puisque comme la variance est quadratique, évidemment, vous cédez en fait une part plus importante de la variance que vous ne cédez de primes. D'accord? Bon, donc du côté du réassureur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il acquiert de la variance. Si maintenant on considère un traité en excès de perte, l'idée de prendre un traité en excès de perte, c'est que, en fait, c'est que vous fixez sur un périmètre de contrat le niveau à partir duquel le réassureur va commencer à intervenir. Alors, ce niveau, c'est pas forcément un niveau ouvert. C'est-à-dire que là, on se souvient, on a vendu 10 000 contrats. Chaque contrat, on a une probabilité 1% de sinistre, mais concrètement, on peut perdre entre 0 et 10 000. Même si en moyenne, comme on a une sinistralité de 1%, même si en moyenne on va perdre 100, c'est tout à fait vraisemblable qu'on perde 105, 110, 120. D'accord? Parce que quoi? Parce qu'en fait, alors, on peut s'amuser à calculer les probabilités en utilisant la formule du binôme. Ça ira probablement plus vite d'utiliser le théorème central limite si les risques sont indépendants. D'accord? On va faire une approximation normale de la sinistralité dans le portefeuille. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'on a une distribution normale d'espérance 100 et de variance 99. Enfin, 100, ça ira aussi vite. D'accord? Surtout si on ne fait pas un calcul exact, mais qu'on va avoir un ordre de grandeur. Bon, et donc, si on fait un traité où on considère que le réassureur va prendre à sa charge tous les sinistres au-delà du centième, concrètement, l'espérance de remboursement, c'est quoi? Il suffit d'écrire l'espérance conditionnellement au fait qu'on a plus de 100 sinistres. Et donc, l'espérance conditionnellement au fait qu'on a plus de 100 sinistres, c'est quoi? Tiens, pourquoi est-ce que c'est deux fois? Normalement, l'espérance, c'est tout simplement c'est en fait, comme vous le savez, c'est l'intégrale de la densité multipliée par la valeur de la variable. Mais ici, du coup, c'est la densité à partir de 100, puisque c'est l'espérance conditionnellement au fait que la variable est supérieure à 100. Maintenant, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi j'ai un terme qui vient en soustraction. Le premier terme, ça me paraît évident. Le deuxième terme, ça me paraît moins évident. Quand je fais le calcul du premier terme, en fait, je trouve 4. Et donc, de fait, si le réassureur s'engage... Pardon, excusez-moi, mais je ne comprends pas parce que mon ordinateur ne réagit pas du tout. D'abord, j'insiste sur le fait que ma prime d'assurance, ça devrait être simplement la première intégrale, puisque, en effet, la première intégrale, on va l'écrire en français, c'est l'espérance donc du nombre de sinistres conditionnellement au fait que le nombre de sinistres est supérieur à 100. C'est donc pour ça qu'on fait l'intégrale de 100 à plus l'infini. Du nombre ça, c'est ce truc-là, là, exponentielle, moins 1,5, etc. C'est la densité du nombre de sinistres. C'est la densité d'une loi normale, comme vous le voyez, d'espérance 100
et d'écart type 10, donc de variance 100. Et donc vous mettez, alors c'est la densité avec ce paramètre-là, d'accord. Et ça c'est x, puisqu'on fait l'espérance de x. On fait l'espérance du nombre de sinistres, donc le nombre de sinistres est supérieur à ça. Et donc quand on fait le calcul, ce que je vais bien me garder de faire maintenant, puisque comme vous le savez, l'intégration de l'exponentielle de x, de fait, si je paye la prime pure, ben je paye même moins cher que quand je cède 5% des risques au réassureur. En revanche, en matière de perte, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je veux calculer la variance de la perte, je vais faire l'espérance de la perte au carré moins le carré de l'espérance de la perte. Ceci ne devrait plus avoir de secret pour vous. Et quand je fais ça, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 34. C'est-à-dire que concrètement, je paye moins de primes, mais je cède beaucoup plus de variance. Et pourquoi je cède beaucoup plus de variance? Ben, quand on se souvient ce que c'est que la variance, vous vous souvenez, c'est l'espérance des carrés des écarts à la moyenne. Enfin, la variance, c'est le carré des écarts, l'espérance des carrés des écarts à la moyenne. Et donc en fait, ce qui importe pour faire baisser la variance, c'est de supprimer les grandes valeurs. Or, si vous supprimez toutes les valeurs supérieures à la moyenne, ben de fait, comme vous avez une distribution qui est un peu asymétrique, puisque vous pouvez avoir 0 sinistre, vous avez en moyenne 100 sinistres, mais vous pouvez en avoir 10 000. Donc vous pouvez avoir des très grandes valeurs au-dessus de la moyenne. Même si leur probabilité est très faible, le problème c'est que comme vous prenez le carré des écarts à la moyenne, même des très grandes valeurs qui ont une probabilité très faible, ça va compter assez fort dans la variance. Et donc en cédant toute la partie positive de la distribution, enfin toute la partie de la distribution qui est au-dessus de l'espérance, vous cédez une variance très importante. Bon alors c'est pas entièrement réaliste parce qu'en fait un réassureur, il va très rarement vous faire un traité stop-loss ouvert. Un réassureur, il va vous réassurer de fait à partir d'un certain montant, mais jusqu'à un montant limite. Et question, comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà? Réponse, bah, pour aller au-delà. Je vais quand même illustrer avec un exemple précis, mais en France, c'est pas un problème parce qu'en France, on ne s'assure pas contre des trucs pareils puisque c'est le système des catastrophes naturelles. D'accord, mais dans des pays où on assure les catastrophes naturelles et où on n'a pas de système de CatNat comme en France. Les gens qui souscrivent des garanties CatNat, par essence, les garanties CatNat, c'est difficilement diversifiable géographiquement. C'est-à-dire que si vous faites de la garantie tremblement de terre au Japon, bon, vous n'en faites pas parce qu'il y a trop de tremblements de terre. Mais si vous faites de la garantie tremblement de terre en Espagne, par exemple, qui est un pays où il y a une sismicité limitée, et où donc ça a du sens de faire de la garantie tremblement de terre, on peut penser que s'il y a un tremblement de terre important en Espagne, il va avoir un impact dans une région importante qui fait que ça va être mal diversifié. Donc typiquement, vous allez en céder à un réassureur. Et le réassureur, il va décider sur l'ensemble de vos contrats de tremblement de terre de réassurer en excès de perte, par exemple à partir de 1 milliard d'euros, mais jusqu'à 2 milliards d'euros. Pourquoi jusqu'à 2 milliards d'euros? Parce que s'il y a le Big One qu'on n'avait pas anticipé, qui fait 10 milliards de pertes, il n'a pas les moyens s'il veut garantir 10 milliards de pertes, il faudrait qu'il ait des fonds propres énormes. Donc il va se contenter d'avoir les fonds propres pour indemniser 1 milliard, qui est le milliard entre 1 milliard et 2 milliards. En cédant ça, vous cédez quand même un gros paquet de variances. Et si vous voulez vous réassurer, si vous voulez, en gros, sortir de votre passif, ce qui est au-dessus de 2 milliards, il va falloir utiliser des instruments qui vont être différents. En général, ça va être des instruments de marché, comme des obligations catastrophes. C'est-à-dire que vous émettez des obligations qui vont uniquement servir à financer les sinistres en excès de votre traité de réassurance. Et là, ça peut être des montants plus importants. Et du coup, c'est des obligations qui fonctionnent comme des obligations convertibles contingentes des banques. Vous savez, les obligations convertibles contingentes des banques, c'est des obligations qui se transforment en actions à partir du moment où vous n'avez plus assez de fonds propres. Bon, ben là, concrètement, c'est vous désignez un risque, vous faites une émission obligataire, et le prospectus de l'obligation dit si tel risque se réalise, ben, les obligations serviront à payer pour le risque, et donc les créanciers n'auront plus de créances. La créance des créanciers sera éteinte. Alors, ça a été très à la mode, ce truc-là, ça a super bien marché, parce que, en gros, c'est des obligations catastrophes, ça a commencé à être émis dans les années 2000. Ça a super bien marché parce qu'en fait, jusqu'ici, il n'y a pas eu d'émission qui a été éteinte. Là, avec le dernier tremblement de terre au Japon, je pense que désormais, les investisseurs en obligations catastrophes seront un peu plus prudents.
Parce que typiquement, c'était des obligations high yield, d'accord, c'est des obligations avec un rendement élevé. Dans un environnement où tout ce qui est émis, c'est du 0 ou du 1 ou du 2%, quand la signature n'est pas trop risquée, le gouvernement japonais émet des obligations à moins 1%, et puis là, les compagnies d'assurance japonaises, elles émettaient des obligations à 10%. On dit, ah bah c'est bizarre, ils ont des obligations à 10%. Ouais, mais maintenant, on a compris pourquoi. Non, parce que le dernier tremblement de terre au Japon, il y a 2 milliards de dégâts, les 2 milliards d'obligations catastrophes, terminé. Bon, donc de fait, le réassureur, ce qu'on voit, c'est qu'il peut proposer à la compagnie d'assurance des traités qui permettent quand même pour la compagnie d'assurance d'externaliser une partie importante de la volatilité, en particulier à travers des traités stop-loss. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même... La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on fait de l'excès de perte, ou pourquoi est-ce qu'on fait du quota? Ben, le réassureur, il ne voudra pas toujours vous assurer en excès de perte. Le réassureur, il voudra bien vous assurer en excès de perte, en particulier sur des risques qu'il est capable de diversifier géographiquement. Donc typiquement sur des risques de tempête. Ce qui fait que, concrètement, les réassureurs sont des spécialistes des risques climatiques. C'est eux qui ont les modèles de prévision des risques climatiques. Donc par exemple, si ça vous intéresse de travailler sur le réchauffement climatique, les types qui sont bons là-dessus, c'est les réassureurs. Parce que les réassureurs, ils ont des modèles de l'impact du réchauffement climatique. C'est eux qui les développent, parce que c'est comme leur spécialité, c'est la diversification globale, ben, ce qui est par essence pas diversifié à l'échelle locale, c'est le climat, ou les 4 nat. Et donc, ce qu'ils ont développé particulièrement, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont enfin, c'est leur niche, c'est le risque climatique ou le risque de catastrophe naturelle. Et ça, ils savent le mesurer, ils sont là pour le diversifier, et typiquement, ils le font avec des traités en excès de perte limités. En revanche, leur deuxième spécialité, qui va être la découverte des nouveaux risques, ça, il n'y a pas de modèle, donc on ne va pas faire de l'excès de perte sur un truc où on ne sait pas bien comment ça marche, mais on va faire de la quote-part, et donc typiquement, c'est sur les risques exploratoires comme les risques cyber. La plupart des assureurs qui font des risques cyber, ils sont réassurés en quote-part, et ils ont des réassureurs qui prennent 20-30% de leur risque cyber, qui ne prennent pas en excès de perte, parce qu'en excès de perte sur un truc comme ça, il ne faut pas, dans la mesure où, un, on n'a pas la distribution de probabilité des pertes, et deux, on sait que c'est potentiellement explosif. Mais ça veut dire que concrètement, ce type de contrat, les contrats cyber, c'est pas bonjour madame, veuillez signer là et on vous remboursera 2 milliards si ça ne se passe pas bien. C'est concrètement des risques dans lesquels, comme on l'avait vu à propos de l'histoire de l'assurance, on va accompagner l'assuré pour s'assurer que l'aléa moral est contrôlé. Et donc concrètement, ça veut dire que aussi bien les grands assureurs qui ont des solutions corporate d'assurance du risque cyber, c'est-à-dire en gros l'assurance du risque de pillage de vos données, de manipulation de vos données, etc., que les grands réassureurs qui réassurent ce risque, ils ont des équipes IT qui vont définir des protocoles, qui vont être capables de faire des audits des systèmes d'information, qui vont être capables de faire d'autant plus des audits que, à partir du moment, vous imaginez quand même qu'une boîte comme Sony, qui s'assure son risque cyber depuis qu'il s'est fait pirater la PlayStation, les équipes d'assureurs qui assurent le risque cyber de Sony, c'est pas des osos, d'accord, c'est quand même des mecs qui ont des équipes de consultants qui sont capables de faire un audit de sécurité informatique de Sony. Ce risque, il n'est évidemment pas pris tout seul par une compagnie d'assurance, il est partagé entre plusieurs assureurs et plusieurs réassureurs, et il s'agit donc de mettre en commun un pool de ressources IT pour être capable d'imposer à Sony des audits qui vont être prescriptifs, d'accord. C'est pas on vient voir, ah bah tiens, ça a l'air de bien marcher, montrez-moi comment fonctionne une nouvelle PlayStation 5, d'accord. C'est un peu plus sérieux sur la sécurité informatique et sur les mesures prescrites. Bon, donc, concrètement, excès de perte, c'est pour les risques bien identifiés qu'on peut diversifier géographiquement. Quota, c'est pour les risques, c'est plutôt des polices qui ont pour but de découvrir des risques et de se faire accompagner par la capacité d'analyse des risques des réassureurs. Mais donc ce qu'on voit, c'est que ces réassureurs, ils font partie du paysage, ils permettent de céder une partie importante de la volatilité. Et donc, avant de rentrer dans le détail de solvabilité 2, il faut comprendre que le mécanisme de cession du risque, c'est un truc absolument naturel, parce que ça permet non seulement de se débarrasser de la partie la plus importante de la variance qu'on n'arrive pas à diversifier, et donc en particulier de la covariance entre les risques, c'est ce qui permet de retrouver de l'indépendance et de se débarrasser d'une grosse partie de la variance, mais c'est aussi ce qui permet de se doter d'une capacité d'analyse sur les risques qu'on a
permet donc de contrôler l'aléa moral, et on a vu que le contrôle de l'aléa moral, c'était absolument nécessaire pour pouvoir assurer. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va se demander s'il est légitime de mesurer le risque par la variance, puisque c'est ce que j'ai fait dans le cadre de l'exemple. C'est parfaitement légitime si les distributions sont normales. Pourquoi c'est parfaitement légitime si les distributions sont normales? Parce que vous le savez, une distribution normale, elle est entièrement décrite par ses deux premiers moments, c'est-à-dire son espérance et sa variance. C'est pas la peine de donner autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que quand on dit x suit une loi normale d'espérance 4 et de variance 38, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de dire autre chose. Il n'y a pas deux distributions de probabilité différentes qui seraient normales d'espérance 4 et de variance 38. Il n'y en a qu'une. C'est toujours la même loi normale. Mais de fait, les deux paramètres servent à définir la loi normale. Le problème, c'est que si on a des lois qui sont, si on a des distributions de probabilité qui ne sont pas normales, l'espérance et la variance, ça ne suffit pas forcément à décrire la distribution de probabilité. Alors, dans quelle mesure c'est un problème? Ce serait un problème si l'assureur n'était pas en mesure d'honorer les termes du contrat. En gros, s'il n'avait pas les moyens d'indemniser. En particulier, s'il n'avait pas bien tarifé et si en plus il n'avait pas les fonds propres pour indemniser. Et donc, autrement dit, ça deviendrait un problème, cette question de savoir s'il faut mesurer le risque par la variance, ça deviendrait vraiment un problème si l'assureur n'avait pas suffisamment de fonds propres pour honorer les engagements qu'il a pris dans les contrats. Ça tombe bien parce que c'est exactement le risque que solvabilité 2 s'engage à couvrir. C'est-à-dire que solvabilité 2, ça cible ça. Ça cible la disposition de l'assureur à tenir les engagements qu'il a pris dans les contrats d'assurance. Et comment est-ce qu'on fait? Justement par une modélisation stochastique de tous les risques que la compagnie a pris. Et cette modélisation stochastique, c'est pas juste je vais trouver la bonne loi normale, c'est je fais une modélisation stochastique intégrale, même si la loi que je trouve, la série de lois que je trouve, puisqu'on a vu qu'il y a 31 sous-modules de risque, même si les distributions de probabilité que je trouve ne sont pas normales. En fait, les distributions de probabilité que je vais trouver, c'est pas je cherche la bonne loi normale, c'est je vais faire une modélisation stochastique intégrale de mon bilan et de mes opérations. Et puis, cette modélisation stochastique intégrale, elle me donnera des distributions de probabilité qui seront ce qu'elles sont. D'accord. Alors, oui, pardon, ça, excusez-moi. Voilà. Donc, en gros, je fais une modélisation stochastique intégrale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une modélisation stochastique intégrale? Si on prend le premier module qui va être le risque de taux d'intérêt, ça veut dire que je vais prendre dans mon bilan, en fait, je vais me donner une distribution de probabilité de la variation des différents taux d'intérêt qui sont représentés dans mon bilan. Pourquoi? Parce que dans mon bilan, à l'actif et au passif, j'ai des emprunts. Et donc, la valeur d'actif et de passif de ces emprunts va dépendre de la variation du taux d'intérêt. Ça, je ne vous fais pas un dessin. Que n'importe quel actif financier, sa valeur présente, c'est en fait la valeur actuelle des flux futurs. La valeur actuelle des flux futurs, elle va dépendre du taux d'intérêt auquel vous les actualisez. Et donc, de fait, votre taux d'intérêt, si vous avez des OAT 10 ans sur l'État français, puisque toutes les OAT sont sur l'État français, si vous avez des OAT 10 ans, si le taux des OAT 10 ans bouge, la valeur des OAT 10 ans dans votre bilan va bouger. Donc en gros, vous construisez un modèle pour mesurer le risque de taux, vous avez un modèle où vous allez avoir la valeur de votre bilan comme fonction de tous les taux d'intérêt qui sont représentés dans votre bilan. Et après, vous n'avez plus qu'à trouver la distribution de probabilité de tous les taux d'intérêt. Ça vous donne tout simplement. Alors, on suppose que par exemple dans votre bilan, il y a 10 000 taux d'intérêt, puisqu'il y a 10 000 catégories d'emprunts, soit à l'actif, soit au passif. Donc vous avez la valeur de votre actif et la valeur de votre passif, c'est juste des fonctions de 10 000 taux d'intérêt. Ensuite, vous n'avez plus qu'à trouver les distributions de probabilité de ces 10 000 taux d'intérêt. Et après, vous calculez l'espérance de la valeur de votre actif et l'espérance de la valeur de votre passif. Pas l'espérance, vous calculez la distribution de probabilité de l'actif et du passif compte tenu de ces 10 000 distributions de probabilité. Et dans ce cas-là, vous avez la distribution de probabilité de la différence actif moins passif. Donc c'est extrêmement simple. Il suffit d'avoir 10 000 distributions de probabilité pour faire le premier module. Et encore, si vous n'avez que 10 000 taux d'intérêt dans votre bilan. Donc vous comprenez que ça prend un certain temps. Ça occupe un certain nombre d'actuaires. Mais l'idée, c'est qu'au bout du compte, en fait, vous avez tout votre bilan qui est une grosse variable aléatoire. Et vous avez la distribution de probabilité de cette grosse variable aléatoire, avec des corrélations entre les modules, avec tout un tas de choses très compliquées. Mais c'est comme si vous aviez, j'ai la distribution de probabilité de la valeur de bilan de l'entreprise. Et donc quoi? Et donc je vais définir
un niveau de capital qui va garantir que je suis capable de payer les engagements que j'ai pris. Et comment est-ce que je définis ce truc-là? On va l'appeler Solvency Capital Requirement. D'accord? Et on dit Solvency Capital Requirement, ça veut dire quoi concrètement? C'est l'exigence de capital pour motif de solvabilité. Et le texte va me dire, cette Solvency Capital Requirement, c'est quoi? Eh bien, c'est la value at risk à 99,5% de la grosse variable aléatoire qui correspond à la valeur de l'entreprise. Quoi? On va dire, ce dont l'entreprise d'assurance a besoin comme capital, c'est le quantile 99,5% de la distribution des pertes, on va dire, de la distribution négative des valeurs de l'entreprise. Quoi? On va dire, vous avez besoin comme capitaux propres d'un montant qui correspond à la perte, mais si vous voulez, la perte tout compris que vous pouvez faire dans la pire année, enfin plutôt une année sur 200. C'est 99,5%. Bon, alors ça paraît pas aller absolument de soi, donc il va falloir un peu qu'on vous explique un peu ce que c'est que cette histoire de value at risk, et après on reviendra à cette idée de dire que le Solvency Capital Requirement, c'est 99,5% de la value at risk. Bon, alors pourquoi cette histoire de value at risk? On reste en fait dans la question de est-ce qu'on peut mesurer le risque par la variance? Parce que si on y pense bien, on aurait pu dire, on n'a qu'à calculer l'espérance et la variance de l'exercice annuel, et puis on prend le quantile 99,5%, ce qui aurait correspondu à 99,5%. C'est quoi le quantile 99,5%? Ça doit être un truc genre 2,57 fois 2,57 écart type. D'accord? Donc on aurait pris le résultat moyen moins 2,57 fois l'écart type du résultat. Oui, seulement on n'est justement pas sûr que la distribution de probabilité des gains et des pertes, ce soit un truc normal. Donc on ne va pas faire une formule pour une loi normale, on fait une formule générale. Je m'explique. On va définir, en fait on veut se donner une définition du risque qui est plus générale que la variance, et cette définition du risque, on va dire que c'est un quantile de la distribution des pertes. Autrement dit, il est équivalent de dire on prend un quantile de la distribution des pertes, ou bien on prend la plus grande perte au seuil de confiance quelque chose, et on l'exprime comme un nombre positif. Pourquoi? Parce que, en fait, la plus grande perte au seuil de confiance, je ne sais pas quoi, c'est 37, on va dire, c'est 2 milliards. Donc de fait, si on dit la plus grande perte, c'est pas 2 milliards, la plus grande perte, c'est moins 2 milliards. La plus grande perte, c'est une perte de 2 milliards. Une perte de 2 milliards, ça veut dire un gain de moins 2 milliards. Et donc, quand on parle de distribution des pertes, on va compter comme des nombres positifs les pertes et compter comme des nombres négatifs les gains. Et quand on dit la distribution des gains, on va compter en fait comme des nombres positifs les gains et comme des nombres négatifs les pertes. Bon, ce que je veux simplement, c'est que on se dise qu'on va mesurer la plus grande perte possible par un nombre positif. Même si, comme c'est une perte, de fait, une perte, ça devrait être négatif. Bon, donc ce qu'on va se dire, c'est qu'on veut être capable de mesurer la perte, une perte très grande. Une perte très grande, c'est quoi? C'est une perte qui est telle qu'on a 99% de chance de perdre moins. Ou une perte qui est telle qu'on a 999 pour 1000 chances de perdre moins. D'accord? Ça, c'est la value at risk. Donc on va dire que c'est le quantile alpha de la distribution des pertes. Et solvabilité 2 nous dit, ce qui intéresse solvabilité 2, c'est le quantile 99,5% de la distribution des pertes. Et donc ce quantile 99,5% de la distribution des pertes, donc en français, c'est soit la perte qu'on a 99,5% de chance de ne pas dépasser, soit au contraire la perte qu'on a 0,5% de chance de dépasser. De toute façon, si vous avez 99,5% de chance de ne pas la dépasser, vous avez 100 moins 99,5 égale 0,5% de chance de la dépasser. Bon, donc ça va être de ça qu'on va parler. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à un truc aussi compliqué? En fait, on s'intéresse à un truc aussi compliqué parce que... où est-ce que j'en suis? Je ne devrais pas donner des exemples normaux, je devrais expliquer pourquoi dans un premier temps on ne prend pas un exemple.
Pourquoi justement on ne prend pas un truc normal? Parce que pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à un truc aussi compliqué? Je reviendrai après à ces exemples, mais je veux juste vous indiquer pourquoi on prend de la VAR et pourquoi on ne prend pas de la variance. Parce qu'à mon sens, dès que cette merveille va arrêter de... Oui, allô? Donc dès que mon ordinateur va être sous contrôle, je veux juste vous expliquer pourquoi on s'intéresse à la value at risk, et après on se prendra des exemples de calcul de value at risk. D'accord? Mais imaginons... Pardon. Bon, je suis confus, mais quand j'appuie sur la flèche, ça prend un tel temps. Voilà, donc pourquoi faire un truc aussi compliqué que la value at risk pour mesurer le risque? En fait, la variance n'est pas un bon indicateur du risque. La raison pour laquelle la variance n'est pas un bon indicateur du risque, tant qu'on considère des lois normales, c'est le meilleur indicateur du risque qu'on puisse imaginer, puisque la variance, ça mesure la dispersion des lois normales, et les lois normales sont symétriques. Donc de fait, ça mesure autant, la variance d'une loi normale, ça mesure autant la dispersion des pertes que la dispersion des gains. Donc si on considère que le risque, c'est la dispersion des pertes, bah, la variance, ça mesure la dispersion des pertes, donc ça mesure le risque. Dans une distribution aléatoire normale, il n'y a pas de problème. En revanche, quand on a des distributions aléatoires qui sont plus normales, c'est pas sûr que la variance mesure uniquement la distribution des pertes. Exemple. On va considérer en fait des variables log normales. Qu'est-ce que c'est des variables log normales? Ben, comme leur nom ne l'indique pas, c'est l'exponentielle des variables normales. Alors pourquoi leur nom ne l'indique pas? Ben parce que en fait, c'est le log de la log normale qui est normale. C'est pas le log d'une normale. La raison pour laquelle c'est pas le log d'une normale, c'est que quand vous y pensez, une normale centrée réduite, c'est négatif. Avec 50, il y a 50% de chances que ce soit négatif. Si vous prenez le log d'une quantité négative, ça ne marche pas très bien. Donc de fait, le truc tordu avec les logs normales, c'est que ce n'est pas le log d'une normale, mais c'est normal quand vous le passez en log. Donc c'est l'exponentielle d'une normale. Mais alors pourquoi c'est intéressant la log normale? Parce que comme vous faites l'exponentielle d'une normale, vous allez évidemment vous retrouver avec un truc où il y a une probabilité très forte entre 0 et exponentielle, c'est-à-dire 2,76. Pourquoi? Puisque justement, comme sur une normale centrée réduite, il y a une probabilité 0,5 que vous soyez entre moins l'infini et 0, bah, si vous faites l'exponentielle de ça, ça veut dire qu'en fait, il y a la moitié de la masse de probabilité qui va se retrouver sur un ensemble de valeurs qui sont tout petits, puisque c'est les valeurs, c'est exponentielle entre 0 et... Enfin, c'est les exponentielles négatives. Les exponentielles négatives, en fait, quand on y pense, exponentielle moins quelque chose, ça définit des nombres entre 0 et exponentielle. Alors qu'ensuite, vous aurez 50% de la probabilité entre exponentielle et plus infini. D'accord? Donc, de fait, la densité des lois log normales, il va y avoir beaucoup de densité de probabilité autour d'exponentielle. Bon, alors, donc pourquoi est-ce que je m'intéresse aux logs normales? Parce que, justement, les logs normales, elles ont un profil un peu particulier. Donc, ça, c'est une log normale, tout ce qui est le plus standard. Et donc, vous voyez, cette densité, il y a bien des valeurs qui sont très concentrées autour de l'origine, et vous avez une queue de distribution très longue, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des valeurs infinies, mais avec une probabilité très faible. Bon, alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça donc? Ben parce que là, pour le coup, c'est pas du tout une loi symétrique. C'est-à-dire que vous voyez que pour augmenter la variance de ce truc-là, vous pouvez étirer la queue de distribution, dans votre cas, pardon, on peut étirer la queue de distribution, c'est-à-dire on peut avoir plus de variance en ayant plus de chances d'avoir des résultats très élevés, mais ça, c'est pas à proprement parler du risque. D'accord? Si on vous donne un billet de loterie, c'est pas prendre un risque. Au contraire, je pourrais retourner ma distribution de probabilité et avoir une probabilité faible, mais des pertes possibles très importantes. Et ça, c'est pas le même risque. C'est-à-dire que l'idée qu'on a du risque, c'est plutôt risque de perte que risque de gain. D'ailleurs, on ne risque pas de gagner. En fait, on a l'opportunité de gagner. Et donc, on voit bien quand même que dans la variance, il y a l'idée d'une symétrie qui, effectivement, existe dans les lois normales, mais dès lors que vous considérez les lois qui ne sont pas normales, il n'y a plus de symétrie. Et donc, quand on s'intéresse au risque, il faut faire attention à cette asymétrie. Donc, c'est pour ça que je vous invite à considérer une variable log normale. Et donc, ce qu'on va faire, ce qu'on prend là, c'est qu'on prend y, qui est l'exponentielle d'une loi normale centrée réduite. On admet, on ne calcule pas. Donc, l'espérance de y, c'est 1,65. Et en fait, c'est exponentielle de 1,5. Et la variance de y, c'est 4,67.
Et pourquoi c'est 4,67? Parce que c'est comme ça, c'est que faites le calcul, vous verrez, ça marche à tous les coups, mais on a autre chose à faire que de le faire ici. Bon, et donc de fait, cette log normale, elle a une espérance de 1,65 et une variance de 4, de plus de 4. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle ne peut donner aucun résultat négatif. D'accord? Bon, et qu'est-ce qui nous intéresse? Ben, ça va être de la comparer avec une autre variable aléatoire qui aurait les mêmes paramètres de distribution. Alors si je suis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait y', qui va être en fait la symétrique de y par rapport à son espérance. Concrètement, ça veut dire quoi? Ben, concrètement, ça veut dire que je prends y' qui vaut 2 exponentielles 1,5 moins la y qu'on vient de définir. Et donc, elle aura la même espérance, puisque son espérance, ce sera 2 exponentielles 1,5 moins exponentielle 1,5, donc exponentielle 1,5 comme l'espérance de y. Elle aura évidemment la même variance, puisque c'est la variance de y', c'est la variance de moins y, mais la variance de moins y, c'est la variance de y. Et elle se présentera de quelle manière? Ben, elle se présentera comme la symétrique par rapport donc, à l'espérance. Et donc, autant la première qu'on avait considérée, elle ne pouvait pas être négative, et elle avait une longue queue de distribution à droite, donc elle avait potentiellement des résultats, enfin, elle pouvait vous donner des résultats très positifs, même si c'était avec une probabilité très faible. Autant y' qu'on vient de dessiner, elle a souvent des résultats positifs, mais elle peut donner des résultats négatifs importants. Et donc, de fait, ces deux variables aléatoires ont même espérance et même variance. Donc, techniquement, si on représente le risque par l'espérance et la variance, si on représente le risque par la variance, elles ont le même risque. Et je ne sais pas si pour vous c'est la même chose de risquer de ne rien perdre ou de risquer de perdre. Dans le cas présent, on peut perdre 1, 2, 3, etc. Pour moi, c'est pas pareil. Alors évidemment, perdre 1, c'est rien, mais si on parle de milliards, c'est quelque chose. Bon, donc de fait, même espérance, même variance, c'est difficile de considérer que les deux variables ont le même risque. Parce que dans un cas, vous ne perdez jamais, dans l'autre cas, vous pouvez perdre. Vous pouvez même perdre beaucoup. Bon, c'est donc dire que la variance n'est pas forcément un bon indicateur de risque. Et dans le cas présent, la variance est d'autant moins un bon indicateur de risque que dans les deux cas, on a une variance de 4 et des poussières. Dans le cas Y, on ne perd jamais, on ne peut pas avoir un résultat négatif. Dans le cas Y', on peut avoir un résultat négatif, même si la probabilité n'est pas très élevée, ça peut quand même être un résultat négatif. Donc encore une fois, si vous êtes indifférent entre gagner et perdre, je pense que je vais vous soigner assez rapidement. Il suffit de tout me donner et vous verrez que finalement vous n'êtes pas si indifférent que ça. Donc, que finalement la variance n'est peut-être pas une si bonne mesure de risque que ça. Alors ça a été théorisé dans un article absolument sublime de Joseph Stiglitz avec Michael Rothschild en 1970 qui s'appelait Increasing Risk, où ils ont montré justement que la variance n'était pas une bonne mesure de risque. Parce que justement, ils ont systématisé ça, et ils ont montré que si on voulait une mesure de risque universelle, il fallait regarder la dispersion en général. Ouais, le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de mesure. Mais c'est évidemment un papier remarquable, et avant ça, Borch, qui est l'actuaire dont on a déjà parlé, avait montré pourquoi, avait donné une série de contre-exemples où, en fait, quand on augmentait la variance, on n'augmentait pas le risque, et inversement. Bon, donc, bref, la variance, comme mesure du risque, ça marche à coup sûr que quand on considère des variables normales, ou en tout cas des variables qui peuvent être mises en bijection avec des normales. Donc, de fait, ça ne marche pas pour repérer le risque de beaucoup de variables. Bon, et alors, pourquoi la value at risk? Parce que si je calcule la value at risk dans le cas de mes deux variables, je vais trouver que la value at risk de y, c'est 0, puisque avec y, je peux jamais faire de perte. Donc la plus grande perte à n'importe quel seuil de confiance, c'est 0, je ne peux jamais perdre. Alors qu'avec y', je peux perdre, puisqu'il y a manifestement des valeurs négatives qui sont possibles, et selon le seuil de confiance que je vais choisir, par exemple, si je prends un seuil de confiance à 95%, la value at risk à 95% de y', ça va être 3,2. Donc, de fait, avec la variable y' dont la densité est figurée ici, j'ai 95% de chance de perdre 3,2 ou moins. Moins de pertes, d'accord? Donc, moins de 3,2, ça veut dire 3, 2,5, 0. Mais j'ai 5% de chance de perdre plus de 3,2. Donc, de perdre 3,3, 3, 5, 12, 50 000. Bon, et donc, de fait,
Dans ce cas présent, la value at risk paraît une meilleure mesure du risque que la variance, puisque la variance me dit c'est la même chose, alors que la value at risk me dit dans un cas vous perdez jamais, dans l'autre cas vous perdez. Bon. Et donc ça a du sens de considérer le quantile. Je ne dis pas du tout cela pour dire que la value at risk est une mesure du risque universelle ni absolument désirable, elle a plein de problèmes, mais au moins dans le cas présent, elle mesure un risque effectif, alors que la variance mesure juste une dispersion des gains dans le cas de Y. Bon, alors si maintenant on veut s'entraîner à calculer les value at risk, on fera ça la semaine prochaine, comme ça permettra de revenir sur le cours avec des exemples concrets que vous aurez le temps de regarder d'ici là, puisque les transparences sont sur le site. Donc je vous remercie de votre attention, je ferai sûrement mieux avec mon ordinateur la prochaine fois, et d'ici là, bonne semaine.